Ok, bonsoir. Ça devrait être bon là, tout devrait bien marcher. Alors, la connexion a l'air d'être à peu près sur pied, comme d'hab quoi. L'image et le son, moi j'ai un bon retour. Est-ce qu'on aurait tout bon? Premier démarrage de Twitch et d'OBS depuis juin, ça commence à dater. Ça diverge correctement. Il va falloir essayer de stabiliser à un moment la réaction qui diverge, sinon, hein. Bien, bien, bien. Salut, donc du coup, salut le geek, salut Mister Quark. Salut Jay, salut Nuclactus, rebonjour peut-être. Bon, alors on a un gros programme ce soir et j'ai une demi-heure de retard sur ce que j'espérais. Bon, j'espérais entre 18h et 18h30. J'ai légèrement dépassé la fourchette haute de mon estimation. Bon, salut Valejo, Valeyo, Valero, je ne sais pas comment tu le prononces. Cette lettre magnifique, le J qui n'a pas deux prononciations différentes, identiques dans deux langues. Donc on va clairement pas faire tous les sujets que j'espérais aborder. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par ça? On va dire quels sont les sujets sur le feu. Ouais, on va commencer par ça. Hop, allez, on bascule directement dans cet autre format. Alors, vous voyez plus le chat, mais moi je vous ai encore sous les yeux. Il n'y a pas de souci. C'est ça que je veux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai raconté aujourd'hui sur Salut Vulcael? Je sais plus si je salué dans le doute. Salut. Je sais plus si. Je sais pas combien d'entre vous arrivent de POC Science. D'accord, c'est toi le bétonnier. Salut. Salut Crétindus. Donc, ce que j'avais dit sur POC Science, donc POC Science, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre petit Discord de vulgarisateurs scientifiques. J'avais dit sur ce Discord que nous avons plein de sujets que j'aimerais qu'on aborde, mais certainement pas tous aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais revenir sur cette déclaration dont j'ai parlé sur Twitter dans l'émission C'est ce soir sur France 5 il y a 2 jours. Donc c'était une émission pour débattre du nucléaire qui regroupait dans le camp entre guillemets pro-nucléaire François-Marie Bréon, que vous connaissez sûrement sur Twitter, FM Bréon, et la présidente des Voix du nucléaire Myrto Tripati. Et plusieurs autres invités plutôt anti-nucléaires, dont les plus marquants étaient Daniel Cohn-Bendit, dont on ne va pas parler parce qu'il n'était pas bon du tout, et Mathilde Panot, députée LFI. Pourquoi j'insiste sur elle? C'est parce qu'elle a ouvert l'hostilité directe sur une longue tirade. Elle a tout déroulé ce qu'elle avait à dire sur le nucléaire, quasiment. Et donc, je vais tout récupérer, et c'est de ça dont on va parler pour commencer. Voilà. Il y avait aussi une sénatrice écolo dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui a assez peu pris part au débat. Elle faisait plutôt participer plus à la première partie de l'émission. Elle est restée assez en retrait du débat sur le nucléaire. Et sinon, dans les actualités, qu'est-ce que j'ai noté? Lancement d'enquête publique sur CIGEO, on en dira sans doute un mot. On va parler peut-être de combustible corrodé en France et peut-être au Taishan. La fusion nucléaire, c'est vraiment pour remplir si j'ai trop de temps et j'aurai pas trop de temps. Le PR de Flamanville, quelques nouvelles. Thorium en Chine, j'avais noté si je trouve des vraies infos. J'ai pas trouvé grand chose sur cette affaire de réacteur au thorium en Chine. On pourra peut-être en dire un mot. Les actus sur la taxonomie européenne, pourquoi pas. Il y a eu un incident à Cruas dont on pourra peut-être parler. Le rapport de l'OPEC-ST sur le nucléaire nouvelle génération, ce sera pour une autre fois, c'est sûr. Et la grosse actualité énergie du moment, c'est la crise énergétique du marché européen, de l'électricité, du gaz et même du marché mondial du gaz et peut-être bientôt mondial de l'électricité, je ne sais pas. Voilà. Donc je vais commencer par ce que je viens de dire, le petit speech de Mathilde Panot dans l'émission de France 5. Parce qu'il y a plein de choses à raconter, plein de petits debugs à faire sur des choses qui ont été dit, redit, redit, donc ça va aller vite je pense. Et ça va faire un debug pas trop fatigant à faire. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a un peu de facilité intellectuelle là-dedans. Et puis après, selon mes envies, selon les vôtres, on verra si on a le temps et ce dont on parle dans cette liste ou selon vos suggestions. Voilà. Est-ce que tout est ok pour vous? Est-ce qu'on est d'accord pour partir là-dessus? Une petite vingtaine. Mélanie Vogel, exact, merci. Je la connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler d'elle avant. Je suis déjà presque surpris et heureux de voir qu'il y a des écolos et des femmes au Sénat. Ça change de l'image que j'en ai. Donc, merci Crétanus. Bon, alors. Donc vraiment, en fait, l'émission a commencé avec l'animateur qui présente les 4 principaux invités, donc Myrto Tripati, François-Marie Bréon, Mathilde Panot, Daniel Cohn-Bendit, et donc, dans une moindre mesure, enfin, je sais plus si je l'ai présenté en introduction, mais Mélanie Vogel. Vogel, j'en sais rien. Vogel, on va dire Vogel.
Et donc, il commence par poser quelques questions à François-Marie et à Myrto, je crois, et ensuite se tourne vers Mathilde Panot, donc je redis une députée France Insoumise, et lui demande si le discours comme quoi le nucléaire c'est un des atouts pour le climat, c'est quelque chose qu'on entend. Elle répond que c'est oui, c'est quelque chose qu'on entend, mais c'est pas au sens où il l'entendait lui l'animateur, c'est-à-dire pas dans le sens où elle l'approuve. Bref. Ensuite, elle se lance dans une longue tirade pour dire tout ce qui est diabolique dans le nucléaire. Et bonsoir pour commencer, Exsanguination. Et bonsoir, Enno. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitter, ce que j'ai mis, la façon dont j'ai réparti les couleurs, c'est de manière très subjective, ce que j'estimais être vrai en vert, ce que j'estimais mériter d'être recontextualisé ou débattu en jaune, et ce que j'ai estimé faux en rouge dans ce speech. Voilà, ça c'était un peu pour attirer l'attention sur Twitter, parce que j'ai rien développé sur Twitter, on va tout faire là maintenant. Voilà. Donc, pourquoi Mathilde Panot n'est pas d'accord avec l'idée que le nucléaire serait un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique? C'est ça le ça dont qu'elle mentionne dans sa première phrase. Alors j'espère que c'est assez lisible pour vous malgré la petite connexion, la petite résolution. Je vais zoomer un peu. Bah là, c'est pas mieux comme zoom. Ah, ça vient. Voilà, j'espère que c'est un peu plus lisible pour vous. Peut-être même l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, très bien comme ça. Donc, la première des choses, c'est que nous avons des centrales qui sont vieillissantes, dans lesquelles on investit de plus en plus d'argent. Voilà par quoi elle a attaqué. Alors, qu'elles sont vieillissantes, c'est un fait. Qui n'est pas vieillissant ici, lève la main. J'aimerais bien pouvoir le faire, ce n'est pas mon cas. On est tous vieillissants, tout est vieillissant, c'est la flèche du temps. Et donc, là, la remarque que j'ai à faire, c'est le fait que c'est vieillissant. L'argument, c'est le temps s'écoule. Voilà. Donc, peut-être qu'elle sait que c'est pas un argument, mais certains pourraient l'utiliser comme un argument. Les centrales sont vieillissantes. Voilà. Salut Altacis. Oui, le texte en violet, c'est un truc dont je ne savais pas et j'ai eu des réponses là-dessus. Donc, je vais en parler. Dans lesquels on investit de plus en plus d'argent, oui, parce que le parc nucléaire nécessite de la maintenance jour après jour, année après année. Donc chaque année qui s'écoule, les centrales font leur maintenance, donc forcément il y a toujours des investissements supplémentaires à faire. Si on investit 1 milliard d'euros par an sur le parc, ce qui est plutôt une petite... C'est un ordre de grandeur, c'est pas une valeur. Ne retenez pas la valeur, c'est juste un exemple. Si on investit 1 milliard d'euros par an sur le parc, ça va faire 40 milliards d'euros en 40 ans, mais si on va au-delà de 40 ans, ça va faire 45, 50, 60 milliards d'euros. C'est normal. On voit le fiasco de l'EPR, ça je l'ai mis en vert parce que d'un point de vue économique et industriel, l'EPR, c'est plus les machines, les réacteurs EPR, pas le concept d'EPR, mais les réacteurs EPR en Europe sont effectivement des fiascos. Je nuance parce que la machine, c'est pas une machine qui est condamnée et qui fonctionne ailleurs en Chine. Qui au départ devait coûter 3-4 milliards et qu'on retrouve maintenant autour de 19 jusqu'à 20 milliards de coûts. Ça je l'ai mis à nuancer parce que c'est vrai qu'officiellement l'estimation initiale c'était 3-4 milliards d'euros de l'époque, donc de 2004-2003. Donc il y a une correction à faire de l'inflation déjà. Et surtout, moi je considère que c'est un devis qui dès le départ était de façon pas crédible. Parce que, je l'ai déjà dit souvent, mais c'est un devis qui considérait qu'on allait faire un réacteur plus puissant, plus sûr, plus simple à exploiter, plus rapidement et pour moins cher que les réacteurs les plus rapidement construits et pour le moins cher construit de tout le parc existant. Donc il y avait un appel à un miracle là-dedans qui n'était pas crédible. Donc le devis initial de 3-4 milliards n'était pas crédible. Le devis actuel de 19 à 20 milliards est excessif. Là-dessus, ça reste vrai. Voilà. Et salut Brusicor et salut Draeusk. Brusicor, c'est la première fois que tu viens, j'aurais cru. Tu arrives... comment on appelle ça? Avec des gros sabots, non, on va pas dire ça comme ça, mais en pleine forme. tout se perd, ma bonne dame. On voit bien que c'est un gouffre sans fond, je l'ai mis en rouge. Alors ça, c'est un pari de ma part. Je pars du principe que on va toucher le fond un jour, c'est pas ce que je voulais dire, mais qu'on va arrêter d'investir sans que ça produise dans le PR et qu'il y a bien un jour ou l'autre où ça va produire. Les Chinois nous ont montré que c'était possible. Oui, elle est pas mal. Pour du brisé-corps, elle est pas mal du tout. Hein. Et donc, plus les centrales vieillissent, plus on met de l'argent. C'est normal. Ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui est mal dépensé. Et tout ça, c'est de l'argent qui n'est pas investi dans les énergies renouvelables. Alors là-dessus, voilà. Là, j'ai mis en rouge parce que l'argent qu'on investit dans les centrales qui vieillissent, donc l'argent de la maintenance et puis du combustible, évidemment,
et des salaires des personnels, tout cet argent-là, c'est de l'argent qui est investi pour que ces centrales produisent de l'électricité qui est vendue et donc qui a un retour sur investissement. Pour des Brusicor, elle est pas mal. Oui, oui, oui. Je connais ta réputation au travers, au-delà de Twitch, d'Instagram et de Twitter, Brusicor. Oui. Oui, oui, oui. Donc cet argent cet argent qu'on pourrait ne pas investir dans la maintenance et l'exploitation du parc nucléaire, c'est c'est de la même production qui ne pourrait pas être produite et de l'argent qui ne pourrait pas être récupéré. Si on arrête d'investir dans le parc nucléaire, il ne rapporte plus d'argent, donc on ne va pas récupérer l'argent qu'on investissait dedans, puisqu'il n'est plus alimenté, quoi. En fait, ce que voudrait Mathilde Panot, c'est récupérer l'argent de la production nucléaire pour l'investir ailleurs, mais pas dans la production nucléaire. C'est-à-dire mettre fin, arrêter de salarier les personnels, arrêter la maintenance, enfin bref. Vous doutez bien que ce ne serait pas possible. Et donc il y a une optique comme quoi il y aurait un pool d'argent, une sorte de grosse réserve d'argent dans laquelle on puiserait, et si on la puise pour verser dans un seau qui est le nucléaire, on ne peut pas verser dans l'autre. Mais non, c'est pas comme ça. L'industrie nucléaire, c'est une industrie, c'est une économie qui est rentable, pas énormément, mais qui l'est, et donc qui s'autofinance. Donc si on arrête de la financer, elle arrête de s'autofinancer, donc le flux d'argent disparaît. Non, j'allais défiler le troisième paragraphe, j'en rate un. Alors, je vais répondre directement, je le mets en jaune parce que directement c'est un peu vite dit, à la critique principale qui en est faite, de l'investissement en énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut remplacer le nucléaire aujourd'hui par des énergies renouvelables, 100% d'énergie renouvelable? J'ai mis en vert parce que c'est bien une posture que défend la France Insoumise entre autres, et qui est la principale critique qu'on fait, c'est de dire il ne suffit pas d'arrêter d'investir dans le nucléaire, encore faut-il montrer qu'on sait s'en passer. Et de toute façon, le coût de la maintenance nucléaire n'empêche pas EDF d'être le plus gros producteur de renouvelables en France. En France et en Europe, il me semble. Bonjour Tristan, salut Fungamer, par curiosité, quel est le ROI d'une centrale? Alors, j'ai pas le chiffre en tête et c'est très très variable de tout un tas d'hypothèses. Moi, ce que j'ai retenu, de mémoire, c'est que le coût d'amortissement, la durée d'amortissement de la centrale qui était pensée à la conception, c'était entre 20 et 30 ans. Ce qui est énorme, mais c'était pas vraiment littéralement le ROI, c'est plus un... Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que le coût d'amortissement c'est le ROI, j'ai un doute là-dessus. Toujours est-il que ce qu'on retient en général, c'est que après une trentaine d'années, l'amortissement initial a été compensé. Donc les seuls coûts de production, c'est les coûts cash, donc exploitation, combustible, maintenance. Salut Xamou, les Chinois développent une centrale au thorium et nous, on en reparlera, je pense, du thorium, on en redira quelques mots. Donc si c'est pour exactement la même consommation d'énergie, la réponse est simple, c'est non. C'est ce que me disait Mathilde Panot, on ne peut pas remplacer le nucléaire par des renouvelables, par 100% renouvelables, à consommation d'énergie égale. Alors là, il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas si elle parle d'énergie ou d'électricité. Et ça devient très problématique sur la suite, parce qu'elle dit la première des politiques énergétiques, c'est l'efficacité et la sobriété énergétique, et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Alors déjà, c'est plutôt faux, parce que l'efficacité, c'est quelque chose qui est vraiment mis en œuvre dans les politiques énergétiques, pas forcément la première des politiques, mais je ne suis pas d'accord comme quoi ça devrait être la première, de toute façon. Mais si on parle de sobriété sur l'énergie, moi, je suis parfaitement pour. On consomme beaucoup trop d'énergie en se reposant sur un flux d'énergie fossile qu'on a toujours considéré infini. Enfin, qu'on a toujours considéré. On s'est toujours comporté comme s'il était sans limite. Et il va falloir se sevrer de ce flux de fossiles infini. Et c'est déjà ce qu'on est en train d'expérimenter, ce qu'on va expérimenter dans les prochains mois. Et donc la sobriété énergétique, je suis parfaitement pour. Par contre, si on veut se dispenser complètement de fossiles dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique ou même simplement d'épuisement des ressources, il va falloir admettre de recourir à d'autres formes d'énergie. On ne va pas pouvoir juste se passer complètement des énergies fossiles et dire tous les transports on arrête, tout le chauffage au gaz au fioul on arrête. Non, il y a forcément un remplacement qui va se faire, en partie au moins vers l'électricité. Donc la sobriété sur l'électricité, ça veut dire s'interdire de remplacer des énergies fossiles, pas forcément toutes, mais même des énergies fossiles, par de l'électricité qui pourrait être produite donc sans énergie fossile évidemment. Donc voilà, directement elle fait un mélange énergie-électricité qui rend le discours confus et dangereux. Parce que ça peut laisser la porte ouverte à une opposition à l'électrification
une porte ouverte qu'a déjà emprunté une certaine ONG qui est la France Nature Environnement, et donc un salut, en tout cas un répit, un sursis pour les énergies fossiles. On arrive à la fameuse efficacité énergétique qui, selon les écolos, se gagne comme un loot de magie dans un jeu vidéo. Ouais, l'efficacité, oui, il y a des postes où on peut la gagner, mais ils ont l'air de croire qu'il suffit de l'édicter pour l'obtenir, et non, en fait, beaucoup d'usages sont déjà, beaucoup d'utilisateurs, de consommateurs d'énergie cherchent déjà à être efficaces. Et ceux qui le font pas, souvent, c'est faute de le pouvoir. Et oui, retour sur investissement, return on investment. Si t'es aussi bon au calcul du coût que pendant les cours du soir, faut pas te faire confiance. Alors, je sais de quoi tu parles, les autres ne sauront pas, donc c'est un private joke. Je te signale que j'étais un des seuls à avoir la bonne réponse à chaque fois. Chaque fois au deuxième essai, mais j'étais un des seuls. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré faire les morts quand on leur demandait des résultats. Quitte à aborder le mix énergétique, as-tu croisé l'article partagé par Nicolas Goldberg sur la nécessité des ENR pour subvenir à un défaut de nuque substantiel au vieillissement du parc par Noglaceto? J'aimerais pas m'éterniser sur cette question, mais je partage en grande partie ce que dit Nicolas là-dessus. C'est qu'on n'est pas parti pour renouveler le parc suffisamment vite pour juste déjà compenser son obsolescence, sans parler d'arrêt anticipé, même si on prolonge au maximum. Et donc, moi je pense qu'on va avoir recours de plus en plus aux énergies fossiles pour compenser le vieillissement du parc nucléaire dont on n'aura pas anticipé le renouvellement. Et donc les ENR sont nécessaires dans ce cas, non pas tant pour subvenir à un défaut de nuque, mais pour limiter le recours aux énergies fossiles qui, elles, subviendront au défaut de nuque. Voilà, pour dire les choses rapidement. Et du coup, mais ça m'est fait un débat de nuque versus énergie renouvelable. Oui, il y a toujours des critiques à apporter sur l'un et sur l'autre, mais c'est pas l'un ou l'autre pour moi. Ça, là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Je continue. Est-ce qu'on peut remplacer ça, donc le nucléaire, avec une politique d'efficacité et de sobriété par 100% d'énergie renouvelable? Eh bien, c'est pas si simple. Elle dit, vous avez plusieurs scénarios qui ont été faits par Negawatt et l'association Negawatt. Là-dessus, c'est vrai, ils ont fait des scénarios. Par RTE et beaucoup d'autres, là, c'est faux. RTE n'a pas fait des scénarios dans ce sens-là, qui montrent que oui, c'est possible, et ça, je le mets à nuancer, parce que c'est possible avec des conditions qui ne sont pas forcément remplies à tout instant, qui ne sont pas forcément remplies aujourd'hui, qui ne seront pas forcément remplies à terme. Donc juste dire oui c'est possible, il ne suffit pas de dire il suffira d'être efficace, il suffira d'être sobre, et il suffira de déployer des énergies renouvelables. L'efficacité, la sobriété des énergies renouvelables, c'est des mots qui sont très, très bien pour cacher, pour mettre dans un programme électoral, mais qui derrière sous-tendent des choses très concrètes. Des investissements efficaces dans la rénovation, des incitations financières aux gens à ne pas consommer, financières ou autres, mais en tout cas un moyen par exemple d'inciter les gens à réduire le nombre de mètres carrés que doit chauffer chaque habitant. Moi je vis dans la Pampa, donc je me suis pris le luxe de vivre dans un 70 mètres carrés seul, et ça veut dire que j'ai quasiment 70 mètres carrés, une pièce que je condamne pour cette raison-là à chauffer. C'est pas sobre. Donc il y a une hypothèse derrière Negawatt qui va être de limiter la surface par habitant pour économiser l'énergie et les matériaux de construction et les coûts d'isolation, etc. Bref, il y a plein d'hypothèses qu'il faut prendre en compte, dont il faut avoir la franchise de parler, et donc il ne suffira pas de dire oui c'est possible. Vous me suivez? Vous me dites, normalement je suis à peu près à jour sur le chat, donc n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas clair. Et puis ensuite, elle embraye sur c'est possible et surtout c'est souhaitable. Alors ça, par contre, Negawatt ne le justifie pas de mémoire. Ils postulent qu'on va sortir. Enfin, ils partent du principe qu'on sort du nucléaire. Ils ne justifient pas en quoi c'est souhaitable. RTE encore moins. Les autres scénarios dont j'ai entendu parler justifient pas forcément et le prennent plus comme un objectif, une donnée d'entrée. L'objectif de sortir du nucléaire à horizon X. Et donc elle justifie que c'est souhaitable parce que l'énergie nucléaire est plus chère que les énergies renouvelables. C'est faux dans l'absolu sur le parc nucléaire actuel et c'est discutable sur le parc nucléaire futur parce que ça dépend des énergies renouvelables, parce que ça dépend des conditions de financement du parc nucléaire futur. Et c'est également faux pour le nucléaire actuel et futur parce que le coût de l'électricité payé par le consommateur ne dépend pas uniquement du moyen de production,
mais de tout le système qui est à côté, le transport, les soutiens aux mécanismes de capacité, les subventions, les différents matériels et charges de gestion du réseau, voilà. Donc c'est un discours, le renouvelable c'est moins cher, qui fait abstraction de tout ce qui n'est pas le moyen de production. Et ça par contre c'est RTE qui l'a souligné justement, elle mentionné RTE, et RTE a dit il faut arrêter de comparer les moyens de production sur la base juste du coût de production, parce que ce n'est pas représentatif du coût du système électrique dans son ensemble. Mais bon, citer RTE c'est bien commode, par contre lire ce que raconte RTE, ça c'est autre chose. Ne pas consommer en donnant de l'argent, le capitalisme n'a pas totalement compris cette phrase. J'ai fait bien compte. Oui et non, parce que le système Dark-Creuser-Plaine, c'est un premier, sur l'électricité, c'est un premier pas dans ce sens-là. Ce qu'on appelle le véhicule to grid, l'idée qu'on va pouvoir stocker l'électricité dans les batteries de véhicules électriques lors des heures creuses et éventuellement le repomper cette électricité dans les heures de pointe si le véhicule n'a pas besoin de se bouger. Ça va être contre rémunération de l'usager, hein, donc c'est quelque chose que même dans un système capitaliste, on peut déjà commencer à réfléchir. Le fait de payer des gros industriels pour qu'ils arrêtent de consommer l'électricité en cas de difficulté sur le réseau, voilà, tu vois, c'est clairement pas naturel dans un système capitaliste, mais c'est pas non plus antinomique, ça se fait et ça va continuer à se faire. Tu supposes que le fait que le prix des énergies explose, surtout pour la production d'électricité, pourrait permettre la prise de décision pour la construction de nouveaux EPR. Est-ce que je réponds à ça maintenant? Non, on va forcément parler de la crise de l'énergie, on en reparlera. Garde ta question pour quand on reparle de la crise de l'énergie, parce qu'il y a trop de choses à raconter, on va garder cette occasion pour ce moment-là. Les centrales ne devraient-elles pas être entretenues que par des fonctionnaires? Je vois pas pourquoi. Par contre, l'idée le fait que l'ASN soit que des fonctionnaires, en tout cas que l'ASN n'ait pas d'industrie, d'intérêt privé, évidemment, ça c'est important. Comparer du pivotable à de l'intermittent, c'est assez malhonnête. C'est ce que je veux dire quand je dis qu'il y a tout le coût du système à prendre en compte à côté, il y a tout ça, tout ce qu'on fait pour que le système tienne debout, malgré les paramètres de fonctionnement différents des énergies renouvelables par rapport au nucléaire. Le coup de tirer dans les voitures, c'est mort, ça marchera jamais. Ça peut marcher, mais avec une faible proportion, comme le système Dark-Creuser-Plaine. Il y a des gens qui seront prêts à, si c'est assez bien rémunéré, si c'est pas trop risqué pour eux, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Je continue sur ce que raconte Mathilde de Panot. Elle est dangereuse. Bon, je vous explique pas la différence entre risque et danger. Hein. Si dangereux c'est un argument, on arrêterait l'électricité tout court. Hein. Je suis pas à l'abri, là j'ai démonté mon PC ce week-end, j'ai fait tomber une connerie dans mon alimentation, j'ai un corps migrant dans mon alim, j'ai sorti, mais je suis pas à l'abri qu'il ait dézingué quelque chose et que mon PC prenne feu parce que c'est un appareil électrique endommagé, enfin voilà, vous voyez le genre. Si on s'arrêtait au danger, on arrêterait juste l'électricité. Et ça on l'a vu, donc elle fait allusion aux accidents. Elle crée des déchets, ok, à nuancer parce que l'énergie crée des déchets de manière générale en fait, dont on ne sait que faire. C'est faux, si depuis 50 ans qu'on produisait des déchets, on ne sait pas quoi en faire, on l'aurait vu. On aurait des sérieux problèmes si, je sais pas, si les déchets, on les laissait en vrac au bord des centrales nucléaires. Je pense que ça aurait posé des problèmes qu'on aurait remarqué depuis. Et elle est nuisible pour l'indépendance énergétique. Je rappelle qu'aujourd'hui, notre énergie consommée en France, je ne vais pas rappeler parce que je vais dire des conneries, je vais vérifier avec vous. Je vais ouvrir mon petit tableur Excel des paramètres du système énergétique. Ça va, ok. Nous sommes en France, on va directement regarder 2019. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, on peut regarder ça, par exemple, l'approvisionnement total en énergie de la France. Non, même la consommation totale d'énergie primaire, on va plutôt regarder ça. Et on va regarder source d'énergie par source d'énergie, la part du total. Tu me fais un petit pourcentage, s'il te plaît, Excel. Hop là. Voilà.
Alors, le charbon, 3%, c'est pas très important, mais ce qui m'intéressait, c'est surtout ça. Le pétrole et le gaz naturel forment quasiment 50% de notre approvisionnement en énergie. Les renouvelables, un petit 10%, largement dominés par les biocarburants, surtout le bois en fait. Et il me manque le nucléaire qui fait encore un petit 40%. Alors dans l'énergie primaire, le nucléaire, c'est pas l'électricité nucléaire, c'est la chaleur nucléaire. Donc il y a un tiers de ça qui est vraiment utilisé. Un peu plus d'un tiers, ce qui est un tout petit peu de cogénération. Donc pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que du coup, 50% de notre énergie primaire qui vient d'énergie fossile, c'est ça très nuisible pour notre indépendance énergétique. Et à côté de ça, tout ce qui peut être nucléaire, l'uranium qui demande très peu de... Comment dire? L'uranium pèse très très peu sur la balance commerciale, pour 40% de l'énergie contre 45% pour les fossiles. Pour ça, quoi, 40% d'uranium contre 50% de fossiles. Il y a un facteur à peu près 40 ou 50 entre le coût des importations d'uranium par rapport au coût des importations d'hydrocarbures. Je le dis autrement, pour à peu près la même part dans l'énergie primaire, on dépense 1 à 3 milliards d'euros par an d'uranium contre 40 à 60 milliards d'euros par an d'hydrocarbures. Ça, plus le fait qu'on peut mieux stocker, diversifier les approvisionnements, pour plein de raisons, le nucléaire est un gain sur l'indépendance énergétique par rapport aux énergies fossiles. Et si vous venez l'envie de comparer aux énergies renouvelables, je rappelle que les panneaux solaires et les éoliennes ne poussent pas dans les champs. C'est quelque chose qu'on achète, et même si on les fabriquait, il faudrait quand même acheter les matériaux. Et ça demande beaucoup de matériaux, de produits manufacturés, donc c'est pas non plus l'indépendance absolue. Et j'ai pas d'éléments concrets permettant de dire que le nucléaire est moins bon que les énergies renouvelables en termes d'indépendance énergétique. Je reprends vos commentaires. Regarde, en Grande-Bretagne, ils se foutent sur la gueule pour quelques litres de pétrole. Le PM a dit à l'armée de se tenir prête à intervenir. Je crois qu'il a demandé à l'armée de participer surtout à la distribution de carburant. Parce que c'est ça qui se passe en Grande-Bretagne, c'est qu'ils ont du carburant, mais ils n'arrivent plus dans les stations de service. C'est la seconde source d'énergie pour laquelle on a un niveau de dépendance la plus faible parmi toutes les solutions possibles. Je sais pas vrai, je ne me risquerais pas à comparer de manière quantitative le nucléaire au solaire ou à l'éolien. A priori, je suis d'accord avec toi, mais je ne m'aventurerai pas à le quantifier. Et dernier paragraphe de cette petite prose de Mathilde Panot, j'ajouterai quelque chose qui pour moi est un argument très très important, c'est que l'énergie nucléaire n'est pas adaptée au dérèglement climatique. C'est faux. Elle est adaptée et elle est adaptable. Mais ça, on va y revenir. On va laisser voir comment elle argumente ça. Notamment parce qu'il faut refroidir les réacteurs nucléaires. Et qu'on sait que par exemple le Rhône va avoir un débit qui va baisser de 40%. Alors là-dessus, j'ai eu deux personnes qui m'ont donné des sources. L'une qui me disait que selon la Compagnie nationale du Rhône, qui exploite les aménagements hydrauliques du Rhône, il y avait une estimation de baisse de débit de 10 à 40% d'ici 2050. Et une autre qui me disait que 40% c'est une valeur à peu près de référence, moyenne ou médiane, je ne sais pas, à la fin du siècle. Donc la fin du siècle, c'est clairement pas pertinent quand on parle du nucléaire actuel. 2050, ça peut l'être. Mais est-ce que 40% ça empêche les réacteurs nucléaires de fonctionner? En fait, c'est plus compliqué que ça. Pour aller vite, j'ai un article sur mon blog, vous cherchez avec le mot-clé canicule sur mon blog, un des tout derniers articles. C'est sur ce sujet-là, je rentre plus dans le détail, mais en gros, un réacteur nucléaire, ça a besoin d'un gros débit d'eau pour se refroidir s'il est à cycle ouvert, c'est-à-dire il prélève l'eau dans le fleuve, il refroidit le réacteur, il réinjecte l'eau. Ça demande un gros débit, parce que l'eau est pas mal réchauffée, donc il faut bien diluer dans le débit. Ou alors ça ne demande pas un gros débit, par contre ça prélève l'eau, ça l'évapore, et du coup c'est un petit débit, mais qui est par contre évaporé, qui n'est pas restitué. Donc voilà, il y a ces deux cas de figure-là qui se présentent. Mais ça c'est pour produire, c'est-à-dire pour dissiper les 2-3 gigawatts de chaleur qui sont produits par chaque réacteur. Donc, ce qu'elle dit après, chaque été, on ferme des réacteurs parce qu'on doit justement les refroidir. Alors, c'est pas vrai chaque été, mais c'est assez fréquent l'été qu'on doive arrêter des réacteurs quelques jours ou quelques semaines parce qu'on veut éviter de réchauffer trop l'eau du fleuve ou de prélever trop d'eau et d'évaporer trop d'eau. Mais c'est un arrêt de production. Maintenir un réacteur en état de sûreté, ça demande 50-100 fois moins de débit d'eau, que ce soit dans les deux cas de figure. Donc,
faut être très clair sur le fait que c'est pas un enjeu de sûreté, l'histoire du débit des fleuves, et que c'est juste un enjeu de production. Et dans ce cas, c'est à EDF et RTE qu'il faut demander, est-ce qu'il y a un problème à cette baisse de production l'été? Et j'ai pas eu vent d'alerte à ce niveau-là, c'est pas un problème, c'est un peu de perte d'argent pour EDF qui doit arrêter ses réacteurs, mais c'est tout. Donc, c'est très capitaliste finalement comme discours, c'est qu'il y a une petite baisse de rentabilité et on transforme ça en problème majeur qui montre une incompatibilité de la technologie. Je rappelle en sus que des réacteurs nucléaires qui fonctionnent en plein désert, ça existe. C'est généralement plus au bord des mers, donc je pense au Moyen-Orient en particulier, mais ça se fait aussi dans des conditions en plein territoire, c'est plus compliqué, mais ça se fait. Donc il n'y a pas d'incompatibilité intrinsèque du nucléaire avec le réchauffement climatique. Par contre, sur le nouveau nucléaire, il va falloir choisir les implantations, dimensionner les installations, en ayant en tête que le climat va se réchauffer. Mais ça, c'est une évidence. C'est le niveau zéro de la réflexion. Voilà. Solaire, c'est 0 watts garantie. Éolien, pareil, oui. Il n'y a pas une température maxi de rejet, ce qui est bien différent d'un manque de débit. Il y a plusieurs paramètres. Il y a à la fois un débit minimum. Alors, si tu dois évaporer l'eau, il y a un débit minimum dans le fleuve à ne pas empiéter. Si le fleuve est trop bas en débit, tu n'as plus le droit d'évaporer l'eau. Et il y a des températures maximales de rejet et il y a des maxima aussi d'échauffement entre l'amont et l'aval. Dans certains cas, tu peux dépasser température maximale autorisée en aval dès l'amont. Le centrale nucléaire est mise à l'arrêt parce que le réchauffement est déjà trop fort sans sa contribution. Elle est jolie celle-là, Brusécor. Alors j'ai pas compris, est-ce que vous avez des sources sur le Rhône? Oui, Gletsch en Suisse. Ah oui, des sources, oui, d'accord. Oui. Non, bah celle-là je la cautionne pas, voilà. Nakaneuil, bonsoir, bonsoir. Que pensez-vous concrètement du scénario 100% ENR comme argument contre le nucléaire? Je l'ai dit en début de live, en gros, ça dépend d'hypothèses. Et c'est ces hypothèses-là qu'il faut mettre en débat. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on va vraiment investir dessus? Et si ces hypothèses sont recevables, on peut recevoir ces scénarios. Si quand on regarde les hypothèses, on a envie de rigoler ou au contraire de se révolter, moi, c'est le cas dans les ADEME Négawatt. ADEME, des fois, les hypothèses m'ont fait un peu rigoler. Négawatt, ça m'a plutôt donné envie de me révolter. Voilà. Et donc, les scénarios, les conclusions de scénarios derrière partent avec. Et puis, il y a aussi des paris, comme tu dis, Crétindus, sur des technologies qui n'existent pas encore. Négawatt compte beaucoup sur la production de gaz de synthèse en masse, son stockage et sa consommation. On n'y est pas encore. Les arrêts de tranche pour limiter le réchauffement des fleuves, ça concerne toutes les centrales électriques à vapeur. Oui, tout à fait. J'ai regardé avec un collègue pour un panneau de 700 watts par mètre carré, c'est un rendement de 11%, 77 watts par mètre carré. Oui, le solaire demande beaucoup de surface pour une petite production par rapport au nucléaire qui est extrêmement concentré, évidemment. Est-ce qu'il y a du nucléaire low-tech sans ordinateur? Alors, sans ordinateur, historiquement, oui. On a tendance à essayer de se moderniser un peu dans le nucléaire et commencer à avoir un petit peu d'ordinateur dans les salles de commande. Mais le nucléaire, aujourd'hui, c'est très low-tech, hein. J'ai vu passer quelque temps sur une installation nucléaire un appel d'offres pour une opération de remplacement des cartes perforées d'un automate, je crois, un truc comme ça. Non, pardon, des systèmes basés sur disquettes floppy. Comme pas des cartes perforées, faut pas déconner. C'est informatisé, mais des disquettes floppy. Basculer vers des systèmes informatiques numériques modernes. Voilà. Donc c'est très très low-tech le nucléaire. JM Bréon, non, c'est FM Bréon. On disait que la centrale la plus puissante nucléaire des US c'était dans un désert. Je sais plus si c'est la plus puissante, mais Palo Verde, ouais. C'est une centrale qui est dans le désert, par contre qui consomme une quantité d'eau monstrueuse, mais ce sont les eaux usées de la ville de Phoenix. Donc c'est de l'eau qui était consommée par la ville et qui est réutilisée par la centrale derrière. Pour les scénarios sans nucléaire, on parle de pilotage de la demande. Oui, et généralement on est très très flou sur ce que ça implique. Je bossais en stage chez Rolls-Royce qui fait des circuits électriques qui font plein de choses, Rolls-Royce, pour les centrales nucléaires. En remplaçant les circuits, il y avait des design fun. Ben voilà, c'est ce que j'évoquais sur le fait que la modernisation dans le nucléaire, ça a pris son temps. On termine ? On termine. Enfin, ça a pris son temps, c'est encore en cours. Hein. Vu qu'on a 20 ans de retard, ça ne s'arrêtera jamais. Il y avait eu en 2018 5000 jours d'arrêt de ces réacteurs nucléaires. Alors, 5000 jours d'arrêt en un an, ça fait beaucoup. Faut comprendre que c'est 5000 jours d'arrêt cumulés réacteur par réacteur. Donc si chacun des 50 réacteurs font 100 jours d'arrêt, ça fait donc 5000 jours d'arrêt cumulés. Voilà.
Ce qui est, je crois, une information importante. Alors l'importance se discute, mais le chiffre, par contre, lui j'ai mis en jaune, on m'a confirmé tout le temps, c'est complètement bidon. 5000 jours d'arrêt, c'est quasiment la totalité des arrêts de tranche, pour toutes raisons confondues, de tout le parc nucléaire. Donc il y a quelques jours pour des raisons de canicule, et il y a surtout de la maintenance, du rechargement combustible, des incidents, Enfin, voilà. Donc c'est un chiffre qui ne veut rien dire parce qu'il n'y a aucune explication, aucune contextualisation pour le Pékin. 5000 jours d'arrêt, ok, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est normal, c'est pas normal, mais surtout, c'est complètement faux. Et c'est Bush qui a retrouvé des chiffres qui proviennent d'un rapport anti-nucléaire, donc ils pensent qu'ils sont bien en enveloppe. Et eux, ils disaient sur l'ensemble du parc nucléaire français, 150 jours d'arrêt entre 2015 et 2019 de mémoire. 150 jours en 5 ans, et non pas 5000 jours par an. Voilà. Mais bon, quand on balance des chiffres évidents qu'on ne les comprend pas, on n'a pas besoin de vérifier s'ils sont valables. Voilà. Voilà pour ce petit panorama de tout ce qui était faux dans ce speech. Si on résume très rapidement, qu'est-ce qu'on avait ? Le coût du nucléaire qui n'est pas contextualisé, de l'argent qu'on croit pouvoir récupérer alors que c'est une rente et c'est un circuit autofinancé. La croyance en l'efficacité et la sobriété comme alternative au nucléaire sans dire que ça implique. Des rapports dont on tire des conclusions qui ne présentent pas ou qui présentent sous conditions qu'on ne discute pas. Et puis un gros discours complètement fake, mais cher au cœur de la France Insoumise depuis 1 an, faut le dire, même 2 ans peut-être, qui est de faire croire que le climat se réchauffe, le nucléaire ne peut pas s'en sortir. Je reviens là-dessus. Pour dire que qu'une installation nucléaire ne va pas, il y a 2 cas de figure. Soit c'est un problème de rentabilité, elle ne peut plus fonctionner en production, dans ce cas c'est à EDF de le dire, EDF ou éventuellement RTE ou la Cour des comptes. Soit c'est des problèmes de sûreté, et dans ce cas c'est à la SN, l'IRSN ou EDF, ils peuvent prendre les devants et le dire, de dire qu'il y a un problème. Il n'y a rien de tel, il y a juste, là, les gens de la France Insoumise se basent juste sur des revues de presse, tel nucléaire est arrêté, tel réacteur est arrêté à tel moment, ils en déduisent ce qu'ils ont envie de déduire. Donc c'est désastreux comme méthodologie politique et intellectuelle. Voilà. Et par contre là j'ai pris plein de retard sur vos commentaires. On a fini avec ça, je rattrape remonte le retard sur le chat, et puis on va parler de marché de l'énergie, du gaz et de l'électricité, parce que là il se passe des choses, il se passe vraiment des choses. Alors, Rolls-Royce, ça on en a parlé. Pour les jours d'arrêt, 5000 jours avec 56 tranches, ça fait 89 jours par tranche uniquement pour climatique, quasi 3 mois, ça ne rime à rien. Voilà, c'est le raisonnement que j'ai fait aussi. Après avoir fait cette petite coloration. Si j'avais fait ce calcul-là avant, clairement ça aurait été en rouge. Ou alors elle aurait confondu avec le coefficient de dispo, qui tourne autour de 15%, et si l'heure de grandeur semble crédible. Ouais, soit elle a imputé tous les arrêts de tranche aux causes climatiques, ce qui est complètement dingue, soit, autre hypothèse, elle a pris le nombre d'heures. Si je parlais de 150 jours, c'est à peu près 5000 heures, 4000 heures je crois. Le nombre d'heures sur 5 ans. Et elle a tout mélangé, elle a transformé ça en nombre de jours sur 1 an. Voilà. Ou alors elle a juste balancé un chiffre complètement bidon. Mais je pense plutôt qu'il y a une confusion soit parce qu'elle est malhonnête, soit parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Je vais faire un parallèle hasardeux. On a déjà du mal à demander à la population de se vacciner une fois, alors gérer sa montricité tous les jours, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que ce soit socialement acceptable. C'est très acceptable si c'est transparent. Le système d'heures creuses, d'heures pleines, ton chauffe-eau qui démarre tout seul, c'est transparent. Le fait de devoir programmer ton lave-linge ou ta machine ou ton lave-vaisselle pour qu'il tourne en heures creuses, ou ta recharge de voiture, c'est pas transparent, mais c'est pas contraignant. Par contre, devoir commencer à couper ton chauffage ou décaler tes horaires de cuisine pour éviter les heures de pic, là ça devient plus compliqué. Voilà. Après, il y a des gens qui délibérément ont pris des tarifs d'électrique du genre EJP ou Tempo, où ils payent 10 fois plus cher, 50, un certain nombre de jours par an, je ne sais plus combien c'est. Et comme ça, EDF les incite financièrement, ils payent moins cher le reste de l'année évidemment, EDF les incite financièrement à s'adapter aux périodes de creux et de pointe. Donc il y a des gens qui font ce choix. Donc je ne dis pas qu'on pourra basculer tout le monde là-dessus. Et encore, si ça devient le seul tarif qui existe, les gens passeront là-dessus, écoute. Mais c'est pas impossible. Mais par contre, faut pas surestimer le potentiel. Voilà, moi c'est ça que je dirais à ce sujet-là.
Dans l'industrie en général, il y a souvent du décalage avec l'informatique grand public. Je vois encore des Windows XP 3 voire 3 sur des machines. Oui, mais je pense que dans le nucléaire, il y a un peu plus de décalage encore que dans le reste de l'industrie. Parce que les démonstrations sont plus longues, parce que comme dans le spatial, il faut des niveaux de fiabilité, il y a des exigences de fiabilité monstrueuses, donc forcément on ne peut pas faire ça avec du matériel next-gen. Voilà. À noter que le retard technologique n'entraîne pas vétusté ou danger, absolument. Et au contraire, comme je disais, ça entraîne plutôt un bon retour d'expérience sur la fiabilité, sur la maintenabilité, sur les défauts, les bugs. Il me semble qu'Ariane 5 tourne sur les mêmes systèmes informatiques qu'Ariane 4, à peu de choses près. Parce qu'il y avait un retour d'expérience énorme qui a été repris. Ou alors c'est Ariane 4 qui était sur les mêmes systèmes qu'Ariane 3, je ne sais plus. Je me posais la question... Oh, j'ai la voix qui lâche, excusez-moi. Je me posais la question, pourquoi on a toujours du gaz sur l'électricité MAP alors qu'on a 40-60 en nucléaire? Parce que beaucoup de réacteurs sont indisponibles, tout simplement. On ne peut pas monter plus haut, a priori, en nucléaire dans l'immédiat. Les réacteurs nucléaires disponibles doivent produire à peu près tout ce qu'ils peuvent. Ça, on peut le voir sur... Enfin, on peut s'en donner une idée, du moins, sur Nuclear Monitor. Si le site fonctionne, ça a l'air bon. Voilà, donc ça c'est une carte en quasi temps réel qui a été faite par Yugnat sur Twitter. Il récupère les données de production du parc nucléaire, réacteur par réacteur, et donc là par contre vous voyez que là il y a un réacteur à l'arrêt, arrêt planifié jusqu'au 11 décembre, et les 3 autres sont à une poussière près, à pleine patate. Chinon, c'est pareil sur 2 des 4 réacteurs, un qui est en maintenance, et celui-là est à mi-puissance. Sur l'effet de suivi de charge, donc il aura peut-être un petit peu de marge pour remonter en puissance manifestement. Mais dans l'ensemble, la plupart des réacteurs sont soit à l'arrêt complet pour maintenance ou pour des raisons d'incident, soit à l'arrêt, soit à pleine puissance. Bon, il y a un petit peu de marge quand même, je vois. Ah, il y a un petit peu de marge, surtout qu'on est un soir à 19h là. Donc, enfin 17h pour les dernières données disponibles, donc il y a un petit peu de marge. Donc les autres raisons qui peuvent pousser à avoir du gaz, c'est des centrales qui fonctionnent en cogénération pour produire de la chaleur, donc on produit l'électricité avec. Ça peut être des contraintes régionales. Par exemple, on voit qu'en Bretagne, il y a une grande région qui a très peu de moyens de production, dont très peu de nucléaire. Une des centrales nucléaires les plus proches est à la moitié de l'arrêt, donc il y a besoin de faire une centrale à gaz ou à charbon. Ça peut être qu'est-ce que ça peut être encore comme motif? Des contrats avec les centrales à gaz qui leur garantissent un certain temps de fonctionnement. Voilà. Mais je pense que dans l'immédiat, on doit avoir qu'un filet de gaz. Si les centrales nucléaires font du suivi de charge, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gaz qui tourne derrière, je pense. On va vérifier ça tout de suite, mais ouais, voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose en gaz. Si on regarde ce qu'il produit dans le détail, on a 400 MW de cogénération, donc ça c'est du fonctionnement en base. Et on a là tout de suite, donc à 17h, on avait 900 MW de centrale à gaz, vraiment, CCG. Et 1300 MW actuellement, c'est pas énorme. Après, on pourrait pousser l'exercice et voir lesquels sont en fonctionnement vraiment pour essayer de se faire une idée si c'est des contraintes régionales ou pas. Mais ça reste quand même assez peu. Par contre, on voit qu'il y a l'hydraulique qui donne là ce soir. Dans certains cas, c'est même l'inverse, mais le conception ancienne a l'avantage d'avoir été prouvé. Ça, c'est ce que je disais. Je vais scroller là, comme ça vous savez où j'en suis. Voilà. On a des systèmes qui font élec et thermique, ben voilà, c'est ce que j'ai répondu, qui produisent de chaude collective ou du chauffage, qui sont toujours un peu, donc ça c'est la cogénération. Lors de la canicule de 2003, les centrales étaient passées en vol forcé pour qu'elles tournent quand même parce qu'il y avait un trop gros besoin. Ouais, en fait les centrales on les arrête avant tout en canicule pour des raisons environnementales, ne pas surchauffer les cours d'eau pour préserver la faune et la flore locale, et s'il y a des menaces pour la biodiversité, on va privilégier de faire fonctionner les centrales. Ça reste un arbitrage entre impact sur l'environnement, impact sur l'humain, sur la société. Mais ça reste pas des motifs de sûreté dans ce cas-là. On devrait enlever du CO2 au gaz qui génère de la chaleur logiquement. Oui, d'ailleurs dans les calculs de type rapport d'études, politiques, etc., cette distinction est prise. La cogénération se voit affecter un bilan carbone par kilowattheure plus bas que les centrales qui ne servent qu'à produire que l'électricité. Si tu penses à Electricity Map, ils ne rentrent pas dans ce niveau de nuance, mais dans les faits, dans les calculs, c'est bien fait.
150 x 24 égale 3600 heures. Oui, j'avais 4000 en tête, c'est peut-être plus que 150. On pourrait retrouver le tweet que j'avais fait à ce sujet-là, où j'avais partagé de Bubuche, mais c'était une de mémoire, il disait 4000 heures. Il y a eu un débat ce soir sur Public Sénat, sur le nucléaire avec un sénateur écolo, il y a eu des trucs pas mal faux. Eh ben, je ne vais pas le regarder, et je vais essayer de pas le voir, voilà. De pas m'entendre parler. Merci. J'ai assez donné entre la primaire, entre les petites sorties de Mélenchon, entre les missions. Alors j'y étais sorti Mélenchon dans ses conférences récentes là, parce que le débat Zemmour-Mélenchon ça faisait trop, donc les deux à la fois, donc j'ai fait l'impasse. Voilà. Salut, tout ce qu'on prend, content de t'avoir en live. Ben oui, je fais juste une pause estivale, hein. Je fais toujours mon dernier jeudi du mois, j'ai séché juillet-août, mais voilà. L'été est terminé, je reprends. Je vais essayer de garder ce rythme du dernier jeudi du mois. Au moins tant que j'aurai pas la fibre, et on fera peut-être ça plus fréquemment. En 2022, je suis censé avoir la fibre. À un moment dans l'année. Heure pleine d'heure creuse, ok. Semaine pleine, semaine creuse, c'est plus dur déjà. Moi, je suis pour. Je suis pour à ce qu'on incite les gens à mieux s'adapter au réseau. Qu'on fasse du nucléaire ou qu'on abandonne le nucléaire et qu'on maximise la flexibilité. Dans les deux cas, je suis pour qu'on augmente la flexibilité de la demande. Après, il va falloir mettre ça en débat. Dans un hôpital, je vais tourner Windows 95. Alors, si c'est pour du secrétariat, c'est triste. Si c'est pour des fonctions vitales, ok. Enfin, je suis pas légitime à dire que c'est bien ou pas bien. Un buffer système prêt, oui, pour Ariane 4 et Ariane 5. Merci, c'est bien ce qui me semblait. Il remonte mes cours d'aérospatiale, mais j'ai pas tout oublié. J'ai déjà eu 3 semaines consécutives en rouge, il faut vraiment bien gérer, sachant que les week-ends ne sont jamais au tarif rouge. Oui, il me semble qu'il y a des règles quand même là-dessus qui limitent la consécutivité des tarifs rouges. Je pensais pas qu'il peut y avoir 3 semaines consécutives quand même. Ouais, c'est chaud. A4 et A5 parce que l'ordre des premiers A5 a explosé parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça poussait si fort, il y avait le programme A4 dedans. Oui, il y a eu un overflow sur un composant, je me rappelle. Enfin, je savais plus si c'était entre Ariane 3 et Ariane 4 ou Ariane 4 et Ariane 5, je me rappelle de cette histoire. Enfin, si tu vas payer un poil plus cher s'il n'y a pas de vente à rien. Ouais. Oui, non, la flexibilité, il faut savoir dans quelle mesure on parle. Si la flexibilité c'est effacer 90% de la demande, c'est chaud. Je voyais quelqu'un sur Twitter hier aujourd'hui qui disait, regardez le premier confinement Covid, la consommation moyenne aurait baissé, il disait 20%, j'ai pas été vérifié. Mais admettons que ce soit ça, il disait qu'est-ce qu'on peut baisser de plus derrière. Et oui, effectivement. Quand on garde que le nécessaire et qu'on baisse que 20%, c'est qu'on gâche pas trop. Hein. Cool pour le site Nuclear Monitor, il est vraiment chouette ce site-là. Je m'en sers pas souvent, j'ai pas le réflexe en fait, mais c'est vraiment cool parce qu'en plus il reprend vraiment les communiqués d'EDF et de RTE. Pourquoi, quand il y en a, hein, pourquoi il y a des indisponibilités, jusqu'à quelle date. Genre là il y a une petite pastille rouge. Pourquoi une petite pastille rouge, je ne sais pas. Il me semblait que les indisponibilités fortuites étaient marquées. Voilà, là c'est un 0 avec une pastille rouge ici. Et c'est une disponibilité fortuite depuis le 24 septembre et un retour en production prévu le 1er octobre. Bon, c'est rare qu'il y ait l'impression de pourquoi, mais voilà, il y a au moins cette distinction de est-ce que c'est un arrêt planifié, est-ce que c'est un arrêt fortuit, et quand est-ce que ça doit redémarrer. À une époque, c'était la bonne blague de regarder mois après mois Flamanville 2 qui a passé quasiment 2 ans à l'arrêt, la date qui était repoussée, la date de redémarrage qui était repoussée. Ouais, bon bref, je continue. J'ai perdu le fil parce que du coup je regarde, moi je défile sur un chat et je lis sur un autre. Il faudrait un EPR à Brennilis. Un EPR sans... Je crois pas qu'il y ait de gros cours d'eau à Brennilis, donc je crois pas que ce soit au bord de mer, Brennilis, si. Oui, non, j'ai pas de conneries, c'est pas au bord de mer. Hein. Donc c'est même pas un cours d'eau, c'est un petit réservoir, ouais. Ça va être léger pour un EPR. Enfin, un Last Jeudi où ça parle pas astro. Comment ça, un Last Jeudi, Michel? C'est pas moi les Last Jeudi. Je sais plus qui c'est, mais c'est pas moi. C'est parce que pourquoi? C'est pareil, c'est tous les derniers jeudis du mois le principe? Ou rien à voir? 5 rouges du lundi au vendredi, le samedi, 3 fois de suite. Oh, c'est sévère. Nos jours, il y a l'ultra long de Paris, ouais, une centaine de kilomètres à vol d'oiseau. Ah, c'est bon, je vais tout rattraper. Hop, je vous rattrape ici aussi, voilà. Celle qui est sur la scène du coup, celle qui va détruire Paris si problème en mode c'est horrible, c'est trop proche de Paris. Mais oui, ils sont là à dire oui, en cas de moins d'accident à nos gens,
on évacue Paris. Alors, pour évacuer déjà, il ne faut pas le moindre accident, il faut déjà des circonstances graves. Mais pour évacuer jusqu'à 100 km, ça devient extrême là. Hein. Enfin, plus qu'extrême, je trouve. Salut Miowash. Pas Miwash plutôt, je pense. Miwash, ça me pas mal. En soi, Catnam peut tourner sur un lac en plan B quand la Moselle n'assure pas assez que ça. Oui, c'est un plan B, c'est pas le fonctionnement de base. Salut Guillaume, merci à toi. Et salut TW. Bon, bah là, Toida, ouais, on va dire Toida. Voilà pour ces histoires je sais plus de quoi on parlait, mais d'Electricity Map, de gaz, voilà. Et du coup, puisqu'on est sur le gaz, est-ce que vous avez suivi l'actualité sur le marché du gaz? Il y a plein de graphiques affolants qui sortent jour après jour. Le prix du gaz en France, en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Russie, en Chine, et je crois que c'est en train de suivre aux États-Unis aussi, est en train d'exploser. Pour tout un tas de raisons qui sont d'ordre de demande supérieure à l'offre. Alors la demande est élevée parce que la reprise a été violente après le Covid, parce qu'en Europe en tout cas l'été a été peu venteux et donc les centrales à gaz ont plus tourné, les réservoirs ont plus été vidés que prévu. Il y a des problèmes de spéculation, de projection sur les prix du gaz qui conduisent à surenchérir la demande avant même qu'elle soit réalisée. Bref, il y a une situation conjoncturelle qui fait que le prix du gaz est en train d'exploser pour les consommateurs et sur le marché, et donc pour la production électrique, dont la France est peu dépendante, mais dont l'Europe de l'énergie est très dépendante. Et donc le prix de l'électricité est en train d'exploser pour exactement les mêmes raisons. Voilà. Donc ça commence à être un petit peu la panique. Au Royaume-Uni, on dit qu'il y a sur les 70 fournisseurs d'électricité, il y en a peut-être 10 qui survivront à l'hiver. Il y en a déjà peut-être une dizaine je crois, qui ont mis la clé sous la porte en l'espace d'un mois. En Espagne, le gouvernement est en train de mettre en œuvre des gros moyens pour aider les foyers parce que le prix de l'électricité et du gaz explose. Je pense qu'en Italie, ils doivent un peu voir flou aussi. En Allemagne, le charbon est en train de revenir à la mode parce qu'il coûte moins cher que le gaz. En Belgique, la sortie nucléaire et la construction de centrales à gaz, ça commence à avoir vraiment mauvaise presse. Et en France, donc, on arrive avec des augmentations de 50% sur le gaz sur l'ensemble de l'année 2021 qui sont annoncées, de 10%, 12% sur l'électricité qui vient d'être annoncée pour le début de l'année prochaine. Donc c'est un peu compliqué. La Russie, ils ont dit, écoutez, nos stocks de gaz sont bientôt vides. L'hiver, winter is coming, va falloir qu'on remplisse les stocks. Et donc le débit de gaz qu'il va falloir extraire du sol pour remplir les stocks russes avant l'hiver, c'est à peu près autant que tout le débit qu'ils exportent vers l'Europe. Donc ils ont dit, augmenter l'export de gaz vers l'Europe, c'est non. L'Europe a demandé et du charbon, ils ont dit, ouais, mais pas trop non plus. Donc on va vers une envolée des prix d'énergie. Je vais pas encore dire pénurie d'énergie, mais faut pas que l'hiver soit trop froid. Voilà. Faut pas que l'hiver soit trop froid. Donc la France sur le gaz est pas trop mal parce que les stocks sont encore élevés. La France font vraiment des augmentations des prix par effet de bord. Parce que tout est interconnecté, les prix sont indexés sur le niveau européen, où les prix sont anticipés à l'extrême. Mais on n'est pas trop en danger. Puis aussi quand même, je ne fallait pas le dire, mais parce qu'on repose très peu sur le gaz par rapport aux deux pays. Donc, mais il y a vraiment des inquiétudes au niveau européen. Et alors en Chine, c'est le festival, parce qu'ils ont la moitié du pays, et notamment les parties les plus densément peuplées, les plus industrialisées, qui sont en pénurie d'électricité. Essentiellement parce que les producteurs d'électricité n'arrivent plus à être rentables, et donc ils ont juste baissé la production. Voilà. Tout ce que j'avais raconté en allant très vite, j'ai rattrapé mon retard sur le chat. Et ça va sûrement nous faire embrayer sur d'autres pour nous faire entrer un petit peu plus dans le détail. Depuis tout à l'heure, je vois que ça défile et je réponds pas du tout. Voilà. Tu penses que le fait que le prix de l'énergie explose, surtout pour la production électrique, pourrait permettre de la prise de décision? Alors, je pense pas que ça permettrait la prise de décision parce que c'est très conjoncturel. Je pense conjoncturel. Je pense pas que les prix vont se maintenir durablement à un prix aussi élevé. Donc c'est pas ça qui va justifier, je pense, de prendre la décision. Par contre, ça peut brutalement faire revenir à la mode l'idée
que le nucléaire c'est quand même bien pour pas être trop dépendant des imports de gaz. Rappeler aux gens qu'on est super dépendant du gaz en Europe, et du coup faire remonter la cote de popularité du nucléaire. Et ça par contre, ça pourrait inciter les gouvernements d'Europe à se lâcher et à dire ok, on investit dans le nucléaire. En France, le gouvernement n'arrête pas de dire oui, on soutient le nucléaire, oui, on va continuer à investir dans le nucléaire. Il n'y a pas grand-chose de concret qui est annoncé encore, mais ça pourrait, en période préélectorale, si le nucléaire nous évite des grosses difficultés et en plus redevient à la mode parce que le gaz a les prix qui explosent, ça pourrait avoir un concours de circonstances qui pourrait conduire le gouvernement à se dire voilà, on investit. Donc pas le prix du gaz à lui seul, mais tout ce qu'il implique derrière pourrait inciter à oser décider. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mon fil de pensée. La revanche nuque en ce moment, bah forcément un peu, oui. Peut-on sortir les trucs de LFI ou de Europe Écologie Les Verts pour qu'ils ferment définitivement la bouche? Non, parce qu'ils vont dire que c'est la faute du nucléaire ou que c'est la faute du libéralisme, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. L'augmentation des prix de l'électricité, c'est en France, c'est en partie la faute du libéralisme qui veut une concurrence à tout prix et donc qui ne veut pas que les Français jouissent de l'avantage économique du nucléaire. Et donc ils vont forcément trouver d'autres coupables à pointer, à tort ou à raison, pour ne pas avoir à se mettre en cause. Donc, tu peux les ressortir, mais ça n'aura pas grand effet. Il faut que tu expliques comment calculer le prix de l'électricité. Ouais, c'est compliqué parce que le tarif de vente de l'électricité en France, en fait, il est très peu lié au coût de production de l'électricité. Déjà parce qu'il est basé de base sur le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production d'électricité par le dernier moyen de production qu'on va appeler, par ordre de préférence. Donc c'est pour ça que tout le monde, tous les antinucléaires qui répètent que c'est le prix du nucléaire qui fait augmenter le prix de l'électricité, bah c'est pas vrai, parce que le nucléaire n'est jamais le dernier moyen de production appelé, donc il n'a pas d'impact sur le tarif de l'électricité. Mais par contre, les centrales à gaz, à fioul, à charbon, elles par contre vont jouer. Mais en France, elles restent assez minoritaires, donc elles vont jouer a priori assez peu. Enfin assez peu, non j'ai des conneries, parce que là on parle de 12% d'augmentation. Donc c'est ça, c'est pas le coût d'ensemble de production d'électricité qui augmente, c'est le coût du dernier moyen de production appelé qui conduit à augmenter le tarif de l'électricité. Et il y a un autre paramètre, c'est que les fournisseurs alternatifs réclament en masse de l'énergie nucléaire, plus que EDF doit en céder aux alternatifs. Je rappelle que EDF doit vendre un quart de sa production nucléaire, enfin un quart à un tiers, à ses concurrents à un prix bradé fixé par l'État. Donc ça fait 100 TWh aujourd'hui. Aujourd'hui, forcément avec les prix de marché qui explosent, les alternatifs, les concurrents d'EDF se jettent là-dessus, se jettent sur cette électricité nucléaire qui est pas chère, vont demander beaucoup plus que 100 TWh. Et donc dans la méthode de calcul du prix de l'électricité, on va en déduire que c'est qu'EDF a toujours un trop gros avantage sur ses concurrents, et donc il faut renchérir le tarif régulé de l'électricité. Voilà. C'est compliqué tout ça, hein. C'était plus simple à l'écrit qu'à l'oral parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler si vous ne connaissez pas un peu le sujet. Et c'est en ça que du coup, c'est en partie pour ne pas donner trop d'avantages à EDF qu'on renchérit les prix. Donc c'est en ça que les Insoumis, entre autres, ont raison de dénoncer le libéralisme. Mais c'est pas que les Insoumis, parce que même Bruno Le Maire a dit, ou pas que Bruno Le Maire, aussi Agnès Parmier, je crois. En tout cas, d'autres personnalités du gouvernement, en tout cas, gouvernement très très libéral qu'on a aujourd'hui, hein, je parle bien d'eux, sont en train de dire ok, le marché de l'électricité est mal branlé. Bon, ils ont attendu que ça explose pour se rendre compte, hein, pour l'admettre, mais là même les ultralibéraux se rendent compte que c'est un drôle de libéralisme. Voilà. Je comprends pas si le prix électrique c'est $200, du coup on devrait faire du bénéfice nucléaire à 60 €. Pour la partie du nucléaire qui est vendue sur le marché, oui, c'est EDF se fait la grosse marge là-dessus, c'est sûr. Peut-on rouvrir Fessenheim? Non. Non, Fessenheim c'est un arrêt définitif, il va falloir arrêter de pleurnicher là-dessus, c'était avant l'arrêt de Fessenheim qu'il fallait s'en préoccuper. Maintenant on peut très bien proposer de remplacer Fessenheim par de nouveaux réacteurs, remplacer les réacteurs par de nouveaux réacteurs. On peut réclamer abolir le plafond qui est dans la loi de 63 GW de nucléaire. On peut soutenir l'implantation de nouvelles activités sur le site de Fessenheim, que ce soit le technocentre pour le recyclage des déchets radioactifs,
que ce soit des nouveaux réacteurs ou des laboratoires ou je sais pas quoi. Mais il faut vraiment arrêter de s'apesantir sur l'arrêt de Fessenheim. C'était une erreur. On le sait, on l'a dit, on l'a répété pendant toute l'année 2020 où on a fermé ces réacteurs. Maintenant, le message est passé. On peut continuer à répéter que c'est une erreur, mais il faut arrêter de pleurnicher en disant on peut rouvrir Fessenheim. Voilà. Je ne veux plus entendre parler de rouvrir Fessenheim. Pour nos agriculteurs, c'est une catastrophe l'augmentation du prix du gaz, les usines d'engrais à l'arrêt, prix qui ont explosé, disponibilité incertaine. Je ne connaissais pas l'impact sur les agriculteurs. Parce que l'augmentation des prix de l'énergie, ça va avoir des impacts sur les matières premières, sur les produits manufacturés. La crise en Chine, les usines qui ferment parce que plus de courant, ça va avoir un impact sur les matières premières, sur les produits manufacturés. Il y a tout qui augmente, tout qui va continuer à augmenter. Et j'avais pas pensé à l'impact sur les usines d'engrais et donc sur l'agriculture. Courage. Je suis très très optimiste pour l'avenir à court terme. Et donc je compatis avec tout le monde, tous ceux qui seront impactés, donc y compris vous, chers amis agriculteurs. Zéro essence au Royaume-Uni, ouais, mais je leur dis tout à l'heure, c'est pas un problème de pénurie d'essence, c'est qu'elle n'arrive plus aux stations-service. Parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre pour la transporter. C'est aussi con que ça. Il me semble qu'on avait déjà répondu qu'il valait mieux raser, refaire. Oui, ben voilà. 3 millions de clients sans fournisseur d'énergie aux UK. Ouais, je sais pas comment ça se passe pour les fournisseurs d'énergie qui mettent la clé sous la porte. Comment ça se passe pour les clients? Ils sont approvisionnés, c'est l'État qui gère en attendant. Est-ce qu'il y a un fournisseur national qui prend à sa charge et on verra après comment compenser? Je sais pas comment ça se passe. Je me doute qu'on coupe pas le courant aux gens sous prétexte que leur fournisseur est mort. Enfin, j'espère. Sinon, c'est très grave ce qui se passe au Royaume-Uni, mais je pense qu'on n'en est pas là. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. L'Espagne est redevenue pro-nucléaire dans la taxonomie verte. J'étais pas au courant de ça. Si c'est vrai, c'est très cool. Si l'Espagne commence à soutenir le nucléaire dans la taxonomie. L'Espagne, ils ont toujours été bizarres sur le nucléaire parce qu'ils ont un parc nucléaire dont ils ont interrompu la construction. Ils ont annoncé une volonté de sortie du nucléaire, mais pour le moment, ils sont dans l'optique de prolonger les réacteurs. Genre, c'est des anti-nucléaires mous. En fait, ils sont autant anti-nucléaires que Macron est pro-nucléaire. C'est qu'il y a les discours, il y a les intentions, mais par contre, derrière, ils font rien, ils laissent les choses suivre leur cours. Ouais. J'espère que LREM va se montrer plus activement pro-nucléaire et que l'Espagne ne va pas se montrer plus activement anti-nucléaire, mais pro-nucléaire aussi. Je capte sur la carte, là, il y a les 2 réacteurs à l'arrêt à Golfech, j'avais pas calculé tout à l'heure. Du 25 septembre, donc c'est tout frais, jusqu'au 1er janvier, jusqu'au 1er octobre, c'est très court du coup comme arrêt, ok, pour le réacteur 1. Et pour le réacteur 2, c'est un arrêt long depuis mai. D'accord. Je me demande comment ça se passe niveau région Occitanie, niveau production électrique quand même avec un trou pareil. Parce que Civaux est à mi-production, bon ça va que Blayais est encore bien en ligne. Mais il me semble que c'est une région qui est plutôt exportatrice d'électricité, l'Occitanie en principe. Et je sais pas si c'est toujours le cas là. On va essayer de voir ça. Consommation et flux. Ouais, solde exportateur, mais ouais. Ok. Ouais, c'est parce que c'est réparti entre Occitanie et Nouvelle-Aquitaine en fait. Non, il y a un truc qui va pas là. Production, consommation. Non, pardon, j'ai bien une connerie. Oui, la production, elle est nettement en dessous de la consommation. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est un pays qui doit bien. Flux entrant, pardon, j'ai pas vu que j'ai juste marqué solde, mais c'est flux entrant ici. Donc c'est bien ça, c'est une région qui importe beaucoup. Par contre, je sais pas en temps normal. Si je remonte par exemple à août. Oh le blanc. Allez, fais un effort. Bon. Ouais, donc c'est un pays, c'est une région qui est de toute façon importatrice. Ok. J'ai loupé le passage de Fessenheim, c'est pas grave. La Russie et leur gazoduc sont en maintenance. Je crois pas qu'ils sont en maintenance, c'est juste que la Russie limite le débit parce qu'ils ont leurs propres besoins. Il y a des gens qui disent oui, les Russes nous tiennent à la gorge. En quelque sorte, enfin oui d'une certaine façon, mais je pense pas qu'il y ait une malveillance de la part de la Russie quand ils nous disent nos stocks sont vides, on va privilégier de les re-remplir plutôt que remplir les vôtres. Ça me paraît normal en fait, hein, donc c'est pas de la malveillance.
par contre, factuellement, du coup, oui, on se retrouve suspendu à leur volonté. Mathieu Zano est prévu que les approches de l'Europe étaient sur le déclin. Mais ça, c'est pas conjoncturel, ça, c'est une tendance, là, le déclin de la production de gaz d'Europe. La Chine coupe les legs dans ses villes, du coup, il y a des usines qui produisent le CPU, GPU, les PC vont s'envoler vraiment. Ouais. Moi, je me suis acheté tout récemment, là, je l'ai monté cette semaine, un nouveau processeur. J'espérais que les GPU repartent à la baisse. Je fais une croix dessus, je vais rester sur ma 1060 encore quelques années, je crois. On est tellement dépendant de l'industrie chinoise pour tout, et particulièrement l'informatique, et donc tout ce qui découle de l'informatique. Ça commence à faire pas mal de choses que les arrêts en Chine vont être très très impactants pour nous. Vous pouvez annexer la Belgique, installer une paire de paix à Tihan, je vous ferai des gaufres. Moi je veux bien si on a le droit de prendre le Luxembourg avec, parce qu'ils nous emmerdent vraiment les luxembourgeois sur la politique énergétique européenne. Après, la Belgique ou seulement la Wallonie et laisser la Flandre aux Néerlandais, moi j'ai pas de politique là-dessus. L'Algérie augmente sa production de gaz, je suis pas au courant, ok. C'est le moment, hein. C'est clair que là ça va être très vite rentabilisé s'ils investissent dans plus d'extraction. Acheter vite des PC et des chaussures. Les chaussures aussi, j'en ai acheté 2 paires récemment. Pour les PC, tout est tellement haut déjà de base que moi je prends pas le risque de racheter un GPU maintenant. Hein. Une seconde, je branche mon téléphone. Il va me lâcher sinon. Et je m'en sers pour vérifier que le stream soit bien, soit pas craché. Hop là. Il y a un reportage sur le minage d'uranium dispo sur France 5, l'anneau de la colère, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, je suis pas au courant. C'est un truc récent ou c'est un vieux machin? Salut John McClane, est-ce qu'il y aura un replay? Alors le replay il va rester 2 semaines, 2 semaines sur Twitch comme toujours. Par contre, à une époque je les remettais ensuite sur ma chaîne YouTube, j'ai arrêté de le faire. Ce serait bien que je reprenne cette pratique, mais je promets rien. Donc il y aura le replay dans les 2 semaines. Voilà. Enfin, pendant les 2 semaines, je veux dire pendant les 2 semaines qui viennent, et après je sais, donc sur Twitch, et je sais pas si après il sera sur YouTube ou pas, ça dépendra de beaucoup de choses. De moi, hein, surtout, de ma volonté. Comment sont les niveaux des barrages hydroélectriques? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Où est-ce que j'ai accès à ça? Je ne me souviens plus. C'est ici. Hop. Je crois qu'ils sont très bons, de mémoire. On n'avait pas trop tiré dessus l'hiver dernier, on n'a pas tiré dessus cet été, et on n'a pas eu très chaud cet été. Donc de mémoire, ils étaient bons. Pour le temps que ça charge, je continue, mais on va voir ça. On est dépendant du pétrole et du charbon aussi, évidemment. Et du soja, l'électronique, de beaucoup de choses, oui, je suis d'accord, des minerais. Le jour où le nucléaire redevient populaire, tu vas voir Macron qui va direct te dire, finalement, le 50% on va éviter. Ça, je sais pas, parce que ça n'engage à rien à court terme, le 50% en 2035. Donc, je pense pas que ce soit sa première préoccupation. Pour la Belgique, ils vont pas arrêter l'Austral finalement. Pour le moment, si, c'est toujours 2025, on arrête tout. Hein. Mais l'Austral à gaz ont du mal à trouver des financements, avoir des permis de construire qui sont révoqués, qui ne soient pas révoqués, voilà. Jamais la faute de l'FI, Europe Écologie Les Verts. C'est jamais la faute de personne, hein, parce que, comme je parlais tout à l'heure des macronistes qui disent, qui commencent à être critiques sur le marché de l'électricité, ils n'ont pas l'air de dire, de faire leur mea culpa, d'avoir soutenu marché là-dedans. Hein. Donc bon. Soutenez la SOPNC patrimoine nucléaire de Bernard Accoyer et des autorités de nuc. Moi, je soutiens les voies du nucléaire. Pour le moment, c'est déjà pas mal. NR nucléaire gaz fuel. Alors, l'ordre d'appel des moyens de production, ça va être tout ce qui est fatal, non pilotable. Ça va être hydraulique au fil de l'eau, éolien solaire, cogénération aussi, parce qu'on considère que le besoin de chaleur, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier. Cogénération gaz, cogénération biomasse, cogénération fuel, il ne doit pas rester grand chose. Voire rien du tout en fait en fuel. Alors les bioénergies, je ne sais pas si elles sont considérées comme fatales, mais elles ne font pas de suite de charge, donc elles sont appelées en priorité. Ensuite nucléaire, et ensuite gaz, fuel, charbon selon les coûts de production. Le fuel arrive généralement en dernier,
Même si là récemment je partageais un article qui disait que concrètement le fuel devenait moins cher que le gaz, enfin l'électricité au fuel devenait moins cher que l'électricité au gaz. Mais dans l'idée c'est ça. Énergie renouvelable fatale, dont bioénergie, nucléaire, hydraulique, j'ai oublié casser l'hydraulique, et ensuite fossile en fonction des coûts. Construction de PR de ces merdes avec le nucléaire inclus dans la taxonomie. Donc bonne condition de financement. Ouais, ça c'est un vœu pieux pour le moment, ça. Si le nucléaire était responsable de la hausse du prix, les concurrents d'EDF ne se jetteraient pas comme des vautours sur l'arène. Oui, si le nucléaire était responsable de la hausse du prix, il y aurait plein de choses à dire, il y aurait plein de choses à faire, à discuter. Mais ça n'a pas besoin d'être le cas pour le dire. C'est ça le truc. Le nucléaire n'a pas besoin d'être participé à la hausse du prix pour accuser le nucléaire. Et même pendant les années jusqu'à 2018 où c'était les énergies renouvelables qui faisaient 70% de la hausse des prix, on accusait le nucléaire quand même. C'est pratique. C'est pratique parce que les gens ne savent pas comment est calculé le prix de l'électricité, comment il est composé. Salut, m'énerve pas. Les fournisseurs alternatifs qui ne produisent pas sont des parasites. Ouais, j'ai un peu tendance à voir comme ça aussi, quoi. C'est juste du trading d'électricité. C'est pas forcément du parasitisme, mais derrière, ils se gavent d'électricité historique, de l'accès au nucléaire historique, qui est fait pour inciter l'investissement s'ils n'ont aucune intention d'investir derrière dans la production. Ouais, je vois pas comment appeler ça autrement que du parasitisme. Renationalisons EDF. C'est un programme c'est une question qui va être discutée dans, je pense, enfin j'en suis sûr d'ailleurs, dans les campagnes électorales. Le prix de l'électricité est aussi uniforme sur la zone d'interconnexion, donc on est dépendant aussi de nos voisins allemands entre autres. Alors le prix de marché, il faut bien faire la différence entre le prix de tarif régulier qui est dépendant des règles de régulation qu'on a en France et le prix de marché. Et le prix de marché, lui, il est commun à toute l'Europe tant que les interconnexions ne sont pas saturées. Et c'est quand elles sont saturées, les interconnexions, qui se découplent. Voilà. J'ai jamais entendu autant prononcer water depuis bien longtemps. Pourquoi? Ah bon? Mais comment ça? T'as trop l'habitude des watts par heure, c'est ça? Alors je déroule. EDF c'est la France, du coup c'est l'électricité français, mais EDF est producteur d'électricité dans notre pays. Hein. Quid des SMR? Pour moi il n'y a aucun SMR qui est sur le marché concrètement. Hein. Bonjour Michio, avec l'augmentation du gaz, je me demande si on va avoir une conversion des maisons du gaz vers l'élec. Alors dans le neuf je pense. Mais ce qui est fourbe, c'est qu'on a pendant des années, au nom de la sobriété énergétique, encouragé dans le bâti neuf le gaz plutôt que l'électricité, sous prétexte que le gaz consomme moins d'énergie. Parce que brûler du gaz, c'est directement dans ta chaudière, c'est un meilleur rendement énergétique que de produire l'électricité avec un tiers de rendement, de la transporter jusqu'à chez toi et de la passer dans tes radiateurs. Donc pendant des années, on a pénalisé l'électricité dans le bâti neuf. Depuis peu ou sous peu, je sais plus, on va plus se caler sur le coût CO2 de l'énergie et pas juste sur la quantité d'énergie, ce qui revalorise l'électricité. L'augmentation actuelle des tarifs du gaz va revaloriser l'électricité, mais c'est pas simple pour quelqu'un qui vient d'investir dans une chaudière à gaz, que ce soit parce que c'était encouragé dans le neuf ou parce qu'il a voulu se débarrasser de sa vieille chaudière au fioul. C'est pas simple pour quelqu'un de réinvestir là maintenant dans une pompe à chaleur ou un truc comme ça. Ça coûte très cher tout ça à force. C'est pas possible de mettre un nouveau réacteur dans les bâtiments de Fessenheim. Faut refaire les études à zéro parce que un réacteur c'est beaucoup de locaux différents avec chacun sa fonction, ses exigences de sûreté. Donc ça paraît j'ai du mal à imaginer mettre un nouveau réacteur. Enfin aujourd'hui les études n'existent pas pour mettre un nouveau réacteur dans les bâtiments existants. Et puis les bâtiments ils ont de l'âge, ils ont des défauts de conception, ils ont des défauts de vieillissement, donc ça me paraît pas être la meilleure idée tout qu'il soit de toute façon. Voilà. Pour construire une petite installation de type laboratoire chaud, pour faire des recherches sur du combustible, pourquoi pas? Parce que ça va demander qu'une partie du bâtiment. Mais réutiliser tout le bâtiment, non. Pour moi, non.
Alors Guillaume, je zappe tes commentaires parce que je suis désolé, mais tu spams là. Faut vraiment que tu baisses la cadence et que tu baisses le ton aussi d'ailleurs. Je vais zapper un peu tes commentaires, hein. Désolé. L'avantage du nuke, c'est aussi qu'on peut stocker facilement beaucoup de matière fissile, assez facilement. Oui, en France, on a officiellement à peu près 2 ans de stock d'uranium, naturel ou enrichi. Et avec l'uranium appauvri, l'uranium de retraitement, avec les différentes sources secondaires, en faisant des calculs de pointable, j'avais estimé qu'on avait encore entre 7 et 17 ans de RAB, en comptant les 2 ans dedans. Donc en cas de difficulté, bah, ça donne de la marge, tout à fait. C'est le gaz, je crois qu'on a 3 mois de stock à consommation constante. Ah bah tiens, le geek qui réagit avant moi, ouais. Je modère pas en temps réel, mais ouais, j'y pense. Juste un avertissement oral, mais j'aimerais bien pas avoir besoin de enfin, j'ai jamais eu besoin de modérateur sur le chat et j'aimerais bien que ça continue comme ça. Soken, j'arrive super tard, c'est probablement déjà la fin. Oui, la réponse à la question, c'est parce que j'ai faim. Voilà. Ça fait un beau slogan pour l'hydroélectrique, Water for Water. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Faut suggérer ça à Inondator et ses projets de barrages géants dans la vallée de l'Abondance et dans la vallée de Grenoble. Fessenheim peut fournir 3 millions de voitures, le ministère de l'Énergie a dit on s'en fout parce que c'est pas notre problème, c'est celui du ministère des Transports. Ouais, j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé de ça, je sais pas qui. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait une rencontre, je crois, avec le ministère de l'écologie qui avait reporté sur le ministère des Transports la question d'alimenter les voitures, un truc comme ça. Je sais pas d'où ça sort ça, mais ça me dit un truc. Overkill pour du SMR, c'est plus simple de faire du neuf sur la partie libre de la partielle, je pense aussi. Et puis ce serait bien qu'on en profite pour démontrer qu'on sait dimensionner un REP standard. Je dis standard parce qu'on a le projet pilote de show de démantèlement qui montre qu'on sait démanteler un REP, mais c'est dans une caverne, c'est pas visible, il n'y a pas d'image. Fessenheim qui être arrêté, autant en faire un projet vitrine du démantèlement, à la fois pour les technologies du démantèlement, pour le marché mondial du démantèlement, et à la fois pour la communication au public. J'ai un souvenir en décembre, j'ai pris une 3080, on m'a dit t'es fou, ça va baisser. En décembre dernier, je sais pas où ça en était, c'était déjà très haut, non? Tristan va faire sauter le réseau en branchant son iPhone 13. Bref, non, ça va. Là, c'est pas un iPhone. Pour l'électronique, c'est trop tard pour faire du stock, il vaut mieux serrer les fesses et attendre. Ouais, mais j'ai acheté un nouveau super processeur et j'aurais bien aimé prendre le GPU qui va bien derrière, quoi. Non, franchement, c'est frustrant. Mais bon, j'ai un GPU qui tourne, hein. Il y a des gens qui sont plus à plaindre que moi. C'est moi qui ai du retard vidéo et le retard sur la question. Je dois être super en retard, je sais pas à quel point, mais c'est affolant, je crois. Ouais, le chat défile vite, tout à fait. Il y a un gros délai, c'est normal. Oui, bah pour cette raison-là, c'est moi qui suis super à la bourre sur le chat. Merci le geek de faire les réponses dans la foulée. Projet Hercule voulait pas nationaliser le nucléaire. Alors, en vrai, je vais pas parler d'Hercule parce que je maîtrise pas assez ce qui est prévu dans Hercule. Mon immeuble va passer du fuel à pack salé d'Arc Elysium. Bah, c'est cool de sortir du fuel, ça reste quand même la priorité. La pompe à chaleur, à mes yeux, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, est-ce que c'est air, est-ce que c'est thermique, enfin géothermique, je sais pas, mais. Ou même encore d'autres choses plus exotiques, mais c'est cool. C'est cool. Je vous laisse d'aller rouspéter Daniel Cohn-Bendit. Force et. C'est quoi, force et honneur, c'est ça? Maintenant, on a les pompes à chaleur qui sont bien plus démocratisées qu'à l'époque aussi. Je sais pas si d'un point de vue thermique, le gaz est encore devant au niveau rendement. Ouais. Alors, c'était rendement par rapport. Ouais, bah, ça dépend comment tu calcules ton rendement déjà. On a revu les coefficients de calcul qui forcément revalorisent l'électricité. Et pour dire que les pompes à chaleur sont plus démocratisées, mon père qui est un installateur a tenté de mettre une petite pompe à chaleur de piscine, pas très puissante, pas très chère, pour chauffer à une assez grosse surface de maison. Et c'est un peu une sorte de projet pilote pour lui, voir si c'est faisable, pour vraiment faire la pompe à chaleur très low cost. Alors, évidemment, ça va se payer sur la durabilité, hein, mais voilà, il travaille
enfin, il travaille, enfin, je sais que mon père, ceux qui est dans le métier, voilà, il travaille à essayer de démocratiser encore plus la pompe à chaleur parce que lui, pour des raisons écologiques, mais surtout parce que c'est dans son intérêt, il met très bien des pompes à chaleur partout. Donc s'il peut réussir à en caler même chez les gens qui ne sont pas des gros propriétaires, de gros propriétaires fortunés, il dira pas non. En vrai, j'ai ça il y a un quart d'heure, je pense avoir moins long que ça. Je suis à ce point à la bourre, mais je me suis arrêté 5 minutes de vous lire pour vous parler du marché de l'électricité. Et depuis, je n'arrive juste pas à rattraper, quoi. Je plus sois le commentaire de Germain Lévis sur le Discord de PocScience. N'hésite pas, Germain, si tu veux. Alors, je ne sais pas si ça se trouve, tu as tenté de le faire et c'était censuré, j'ai pas vérifié. N'hésite pas à mettre le lien vers le Discord PocScience. Hein. T'as mis une commande? Non, j'ai pas programmé de commande. Faudra mettre le lien à la main, par contre. Oh, j'ai rattrapé le retard. Amen. J'ai tout rattrapé. Amen. Ah, j'y croyais plus. C'est quoi le parcours de Maud Bréjon? Je sais pas, son parcours sûrement très loin, mais son parcours récent, c'est, il me semble, ingénieur d'affaires chez EDF, c'est pas non plus de la technique. Elle se présente comme ingénieur EDF, mais à nuancer. J'ai retrouvé la source sur le message de FaceTime des 3 millions de voitures, mais Twitter a décidé de ne plus fonctionner chez moi. Bah, je suis désolé, MioWash. Je vais pas tenter d'aller sur Twitter en même temps, ma connexion va déjà bien solliciter. Bonsoir Tino, t'arrives à la fin. Je pense qu'on va vraiment pas tarder à s'arrêter parce que j'ai la dalle et j'ai soif et il est tard. Tout ça à la fois. Ce qu'il y a avec les packs, c'est pour une consommation électrique de 1000, on récupère 3000 et 5000. Oui, ça dépend où t'habites et ça dépend de ta source de chaleur quand même. J'ai commencé mon cursus ingénieur nucléaire, alors j'étais en technique il y a 3 ans. Bah, ça fait plaisir, dis donc, en partie grâce à moi. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Là, ça y est, c'est la rentrée, j'ai plein d'étudiants qui me contactent pour me demander de leur parler de mon métier ou pour des gens qui sont déjà dans le cursus. Ou parler du cursus pour les gens qui veulent aller dans le métier. Enfin, ça y est, ça recommence. Et j'ai commencé à réfléchir à des offres de stage même, mais des offres de stage avec moi, mais je suis vraiment pas inspiré. J'ai tout rattrapé, on arrête le live ici, mais c'est quasiment ça. Si vous avez des remarques, allez-y, des questions. Maintenant que je suis en temps réel, ça va être beaucoup plus confortable pour tout le monde. Mais, ah bah évidemment, Germain, il met le lien, il est censuré. Oh purée, je suis désolé. Pour la prochaine fois, je te mets modo, Germain. Comme ça, tu peux mettre les liens sans problème. Voilà. Là, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas le tableau. J'ai pas le tableau de bord Twitch et c'est la fin. Amy, si tu peux me l'envoyer sur Discord, si tu peux. Est-ce que moi je peux le récupérer sur Discord directement? Ouais, très bien. Voilà. Merci pour la tentative, Germain. Ah, mais non. Si je génère un lien, ça met juste discord.gg. Est-ce que tu peux me le mettre en privé ou dans mon chat sur Discord, s'il te plaît? Comme ça, moi, je le relais ici. Si je fais inviter des gens ici. Ah, c'est bon. Amen. Hop là, c'est bon, t'embête pas. Ouais, le lien strike par l'automode, c'est pas plus mal comme ça. Je suis désolé pour les... Ouais, ni modo ni commande à l'ancienne. Oui, bah oui, voilà. Le jour où je pourrais streamer plus régulièrement parce que j'ai une connexion qui m'y encourage, je ferai les choses bien. Tu vas pas avec FME au débat nuque à Orléans? Non, je vais pas faire 4 heures, 5 heures de voiture pour aller parler du nucléaire. Ça serait assez ironique et en train, c'est trop compliqué. Et puis, c'est en pleine semaine, je crois. Je vais pas poser un jour pour ça. Bon courage, François-Marie, et puis voilà. Ok pour l'info exsanguination, je vais faire ça tout de suite du coup. Hop. Ça marche comme ça? C'est simple que ça? Bon, je sais pas si ça a marché. Hop. Ok. Voilà, comme ça tu peux spammer le lien. Oh oui, les PVH, je me rappelais plus du repère. Tu vas pouvoir spammer, on se comprend, hein, et le lien sans scrupule, enfin sans rétorsion dans le chat. Voilà. Pas besoin de tableau de bord mode pseudo. Ok. Merci pour l'info. Ça en plus je le savais, je crois, mais j'avais oublié.
Je pensais que c'était logique d'être anti-nuc comme c'est logique de lutter contre le réchauffement climatique. Bah, c'est quelque chose que je dis souvent, mais pas assez souvent. C'est que beaucoup de gens, je pense, sont anti-nucléaires parce que les écolos ont réussi à imposer l'idée que l'écologie, c'est être contre le réchauffement climatique, enfin lutter contre le réchauffement climatique. Et l'écologie, c'est aussi être contre le nucléaire. Et donc, consciemment ou non, à dessein ou non, le nucléaire, c'est mauvais pour le climat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus, enfin de militants anti-nucléaires qui jouent là-dessus, à dessein ou sans même s'en rendre compte, et que ça contribue beaucoup à la défiance et compagnie envers le nucléaire. Et je trouve que c'est un vrai problème sur lequel il faut jouer, enfin sur lequel de toute façon l'industrie nucléaire se réveille là-dessus et communique beaucoup là-dessus. L'industrie et les politiques d'ailleurs, qui est de rappeler que non, le nucléaire c'est du bon côté par rapport au climat, à la cause climatique. J'ai changé d'interface, mais hop, on n'a pas répondu. Oups, oula. Maintenant que je suis niveau stock hydraulique 2021, et ben non, pardon, c'était l'hiver dernier qu'on était bien, mais là on est au plus bas sur les 4 dernières années. On n'est pas beaucoup plus bas que les 2 années, mais le stock d'eau dans les barrages est au plus bas à période constante par rapport aux 3 années précédentes. J'avais pas cette mauvaise nouvelle là en tête et je sais plus qui a posé la question, mais c'était une bonne question, mais je te remercie pas pour autant. J'avais pas besoin d'une mauvaise nouvelle en plus. Voyant Greenpeace et les écoles d'attaque nucléaire, c'est entré dans ma tête comme quelque chose de logique dans une société moderne, que ces personnes étaient sincères et justes. J'avais pas de mauvaise opinion sur Greenpeace, moi, et c'est quand j'ai commencé à étudier dans le nucléaire, je me suis dit, tiens, Greenpeace est contre, pourquoi? Quels sont leurs arguments? Et c'est là que d'un coup j'ai fait dans le mode, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est n'importe quoi. Et c'est là que je suis passé d'un bête étudiant dans le nucléaire sans conviction particulière à quelqu'un qui se mate toutes les conférences de Jean Covici. Et du coup qui s'engage beaucoup dans le nucléaire vis-à-vis de ses enjeux écologiques, sociétaux, économiques, etc. L'épée verte, ça m'émoustillait. Moi, je veux un gros marteau gris à la place de l'épée verte. On peut pas modifier ça. Très étonnant vu toute la pluviométrie estivale qu'on a eue pour les barrages. Alors, une des hypothèses que je peux avoir, enfin, je sais pas s'il a beaucoup plu sur les reliefs. Une des hypothèses que je peux avoir, c'est un hiver doux, je crois. Donc des glaciers qui se sont... Bah oui, sinon c'est pour ça que le niveau des stocks n'a pas trop baissé cet hiver. Donc un hiver doux, donc les glaciers où les neiges ne sont pas trop constituées, donc ont assez peu alimenté les barrages. C'est une hypothèse. Hein. Autre hypothèse, c'est un été peu venteux, donc on a davantage sollicité les barrages pendant l'été. Voilà, c'est les hypothèses que je peux faire comme ça. Mais voilà, j'ai pas les chiffres, j'ai pas de source, c'est vraiment, voilà, c'est les premières explications qui me viennent à l'esprit. Hein. C'est quel site pour voir le niveau des barrages? Je te le mets en lien, c'est dans la page service du site de RTE. Il y a plein de choses de là-dedans qu'on trouve pas forcément facilement, qui sont donc le stock hydraulique, qui sont les indisponibilités réacteur par réacteur. C'est là qu'il les récupère Tanguy pour Nuclear Monitor. Des questions assez pointues sur l'ajustement offre-demande que je ne comprends même pas. Ce que j'aime bien dedans, c'est les prévisions de production pour regarder si, comme l'affirment certains partisans du tout renouvelable, le solaire et l'éolien sont des énergies vraiment prévisibles. Et donc là, c'est à 24 heures près, ou à 48 heures, enfin les deux, 24 ou 48 heures. Et des fois, on voit que les prévisions sont pas forcément là. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. On voit que donc, sur l'éolien, les prévisions étaient pas trop mal. Entre la prévision de référence, donc qui date de ce matin ou d'hier, et la prévision d'hier et la prévision d'aujourd'hui, on voit que du jour au lendemain, il y a une réévaluation assez faible. Sur le solaire, en général, les prévisions sont excellentes sur le solaire. Il y a des exceptions, mais en général, elles sont excellentes. Là, c'est très très bon. Oh là, par contre, voilà, on voit qu'entre les prévisions de référence, donc de la veille, les prévisions du jour et le réalisé, il y a eu un écart constant quand même. Donc l'éolien est prévisible dans l'allure, pas exactement dans la valeur. Et puis l'écart, il est assez... l'écart maximum, on va dire qu'il est là, à 18 heures, au moment où la consommation est assez élevée, et il s'élève à 1700 MW. Ouais, c'est énorme. Donc voilà.
Il y a plein de choses sympas sur ce site-là qui est moins connu, qui est moins ergonomique aussi, il faut le dire, que les sites comme Economix. Ce qui est prévisible dans le solaire, c'est que la nuit ça produit zéro. Non, non, la production, j'ai plein de choses à reprocher au solaire, mais c'est vraiment très prévisible. Je veux dire, c'est extrêmement précis, hein, la prévision de production. Alors évidemment, la nuit, l'erreur est nulle, mais le jour, l'erreur est vraiment très très faible. Et pour avoir une époque, regarder ces statistiques d'assez près, c'était relativement une constante. Bon, là, c'est un exemple qui dévie un peu, mais dans l'ensemble, le solaire est très très prévisible. L'éolien l'est un peu moins. Vu la lueur d'un champ d'éolienne, c'est très prévisible. C'est pas mal, celle-là je l'aime bien. Je suis descendu, j'ai fait un petit 700 bornes de route là ce week-end en voiture avec un copain. Donc, ok, j'ai voyagé en voiture, mais c'était un covoiturage. Et au troisième parc éolien qu'on croise, je lui dis tiens, on va jouer à un jeu, tu vas compter les éoliennes qui tournent pas et moi je compte celles qui tournent. Et juste, on a vu des tas et des tas d'éoliennes. Alors moi, ça m'incommode pas visuellement les éoliennes. Par contre, ça me faisait mal au cœur d'avoir compté jusqu'à 1, tandis que lui, il a refusé de jouer parce que ça faisait trop à compter. Voilà. Je sais pas, on a dû voir 100, 200 éoliennes, enfin entre 100 et 200 éoliennes, on a vu une très grosse maille sur le trajet et on a vraiment vu une qui tournait. Et encore, je soupçonnais qu'elle tournait pour ne pas que les paliers se déforment sous la charge statique, qu'elle tournait sur le moteur. C'était tout lent, vraiment. Donc, ouais, c'était visible et triste. Par contre, là où ça m'incommode, l'éolien visuellement, c'est la nuit. L'hiver, que je raconte la nuit, les rangées le point rouge, ça me stresse. Après, c'est peu de choses à côté du stress que me fait subir l'idée de se prendre 10% sur l'électricité et de prendre 50% sur le gaz. Hein. Je veux dire, faut garder les proportions gardées. Et je ne vous parle pas de réchauffement climatique. Hein. Il y a des gens qui opposent l'impact sur les paysages au réchauffement climatique. C'est pas ce que je suis en train de faire. Pitié, ne faites pas dire ça. Dans la Marne, beaucoup d'éoliennes, souvent à l'arrêt. Et autant pour le nucléaire, c'est facile de savoir quel réacteur est arrêté à quel moment, autant pour l'éolien, RTE donne région par région la production éolienne, mais alors parc par parc. Je suis même pas sûr qu'on trouve des informations entre les temps d'arrêt d'éoliennes pour des raisons de maintenance planifiées, pour des raisons de maintenance fortuites, des accidents, des défaillances, et pour des raisons de pas de vent. Quand il y en a une seule qui tourne sur un parc, c'est soit la maintenance, soit la pression des paliers, autrement tout quasi le parc. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je soupçonnais que ce soit pas, elle tournait pas à cause du vent. Alors soit c'est que toutes les autres sont à l'arrêt pour des causes techniques, soit c'est parce que celle-là tournait pas grâce au vent. Il y a moyen de savoir en regardant la lueur d'une éolienne si elle produit ou pas. Je suis pas très calé là-dessus, mais moi je soupçonne que quand elle tourne très lentement, c'est probablement parce que c'est de la maintenance ou de la déformation des paliers. Ou quand il n'y en a qu'une seule qui tourne à l'échelle d'un parc, ce que disait Crédindus, c'est pareil, c'est suspect. Le stress qu'ont les résidents est pas mal via le bruit. Ça, j'ai jamais eu ni témoignage, ni de source vraiment crédible à ce sujet. Il y a une époque, il était question de construire le prototype de la plus grande éolienne du monde à Cherbourg. Je me suis dit, là je vais me faire une opinion. Sur le port de Cherbourg, à côté de chez moi, une éolienne de 150 mètres. Je crois que c'est ça. Je vais très très vite être fixé sur le fait que c'est bruyant ou pas. Et j'ai assez peu l'occasion de me promener près d'éoliennes, j'avoue. Et la plupart des fois où je l'ai fait, c'était à côté d'une autoroute. Donc le bruit, voilà. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des données sérieuses sur le problème du bruit de l'éolien. Voilà. Il faudra un compteur en temps réel pour chaque cycle de production d'énergie, on appellerait ça Linky Park. Oh, putain. Je fais un screenshot, hein. Ça, je veux t'afficher sur Twitter. Là, franchement, je suis à la fois extrêmement blasé et à la fois il y a une partie de moi qui se marre vraiment, quoi. J'aime pas du tout ça. J'ai envie de te mépriser et de t'admirer à la fois.
Par contre, ce serait bien qu'il y ait ouais, une communication, pas forcément en temps réel, mais au moins périodique de la production de chaque parc éolien, ou voir chaque éolienne, ce serait intéressant. Mais la transparence, c'est pour les autres. J'ai dû rater peut-être ta question, Yann02, du coup. Je vois que tu dis le geek, j'ai pas vu la réponse, mais j'ai raté. Ah oui, non, d'accord, oui, c'est sur l'orientation des pales éoliennes, ok. Bon, on va pas tarder à s'arrêter. On a fermé l'atelier Alstom GE Grenoble pour ouvrir l'usine LM Wind Power à Cherbourg. J'aimerais beaucoup visiter cette usine. J'adorerais visiter cette usine. À Cherbourg, au niveau usine, ce qui m'a fait rire aussi, c'est l'usine d'hydrolienne construite par Naval Group, inaugurée par Naval Group, fermée dans la foulée, et qui vient d'être louée depuis peu par Orano pour construire des emballages de transport et d'entreposage de combustible nucléaire. J'ai beaucoup ri et je me suis beaucoup moqué d'un très bon ami qui est très bonne volonté mais qui a une adulation bizarre pour l'hydrolienne, pour les hydroliennes. J'ai marché à proximité d'éoliennes, ça vrombit, c'est pas si bruyant. Après, c'était que 2 minutes, je vis pas à côté. Ouais, ce que certains disent, c'est que c'est pas tant le bruit que les vibrations, les infrasons. Je demande à expérimenter, moi. Naval Group, ça va pas terriblement en ce moment, courage aux salariés. Bah, surtout pour ceux qui ont appris dans la presse qu'ils avaient plus le boulot. Mais bah, moi, je connais hein, des gens d'à côté qui bossaient sur notre contrat Australie. Je suis plus inquiet pour leur foi parce que ben ils ont moins de boulot donc ils vont plus souvent fêter les fins de journée. Bonne soirée Dark Elysium. Donc je suis plus inquiet pour leur foi dans l'immédiat que pour autre chose. Mais oui, 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 c'est vraiment, vraiment très violent ce qui leur est arrivé. Surtout, plus encore que ceux qui bossaient pour le contrat australien, mais les Australiens qui bossaient en France sur le contrat australien, qui ont appris dans la presse française qu'ils avaient plus de boulot et qui, enfin, c'est incroyable, incroyable. Bidou avait dit que ça faisait peur d'être en dessous sur sa vidéo de la transition énergétique. Ouais, ça doit être imposant par contre, ça c'est sûr. Ça va être vraiment, vraiment imposant. Mais moi je suis très industriolophile, technophile voilà. C'est pour ça que je veux visiter l'usine de pales d'éoliennes, c'est que c'est fabriquent des pales parmi les plus grandes du monde. Je veux voir ça, je veux voir les énormes machines, je veux voir les pales immenses. Et j'aurais voulu voir l'éolienne sur le port, ça aurait été trop bien. 72 projets nucléaires dans le monde, on était à 56 en 2018, ouais. Ça monte, ça monte. Mais côté Chine, j'ai vu que la cadence avait un petit peu diminué de mise en service et de mise en construction aussi. Si la Chine pilote plus, puis n'arrive plus à entretenir le mouvement, ça va être dommage. Il va falloir que deux pays s'y mettent un jour ou l'autre. La bonne nouvelle d'OQS, c'est que les OS peuvent faire du nucléaire civil. Tu parles, ils vont rien faire du tout, surtout. Il y a l'AIEA qui va leur dire hé hé non. Il y a leur population qui va dire hé hé non. Les Américains qui vont leur demander une fortune pour s'occuper de leur réacteur nucléaire et tout garder la maintenance, tout le savoir-faire, tout. Les Australiens vont se faire avoir, c'est sûr. Mon compte Industrie Technofilm fait aussi apprécier les phases de montage avec toutes petites grues. Ouais, c'est cool. Si tu veux avoir des belles grues, par contre, regarde les chantiers d'Inclay Point, Astra Nucléaire. Là, c'est encore autre chose niveau grue. Peut-être pas en taille, mais en puissance, en capacité de levage. Pour l'usine de pales, j'ai peut-être un contact, il faudra aller en Allemagne et en Autriche. Non, mais j'en ai une à 1 km de chez moi, c'est elle que je vais aller voir. Mais je pense qu'un jour, je vais y aller au culot essayer de les contacter. Le truc, c'est que la réputation que j'ai, ils vont se dire oula, non, lui, c'est un anti-éolien, qu'est-ce qu'il va faire, on l'aime pas. Non, enfin, si, mais avant d'être dans le nuque, enfin, non, je suis pas anti-éolien, même si j'ai des critiques sur l'éolien, avant d'être dans le nuque, je suis un ingénieur en mécanique des fluides et en thermique et en énergétique. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur dans l'aéronautique. J'aime les écoulements autour des profilés. EDF ne devait pas racheter les turbines. Ils ont commencé des discussions exploratoires pour racheter l'activité turbine de GE. Voilà, Dans l'éolien, les appels d'offres ont été pris par des propales. Mais comment tu fais Mais c'est terrible. J'ai dit, je connaissais ta réputation, hein, mais ta réputation te précède, mais ok, non, je suis bluffé. Bernoulli est ton ami. Ouais, j'ai souvenir de trucs plus violents que Bernoulli. Des transformations pour étudier l'écoulement autour d'une aile en aérodynamique de l'aile qui
qui étaient des maths pourtant très très appliquées, mais j'ai absolument rien compris. Si EDF rachète les turbines Arabelle, on va pas tarder à s'arrêter. Devient fournisseur et les clients, les concurrents n'achèteront plus d'Arabelle. Oh, Arabelle, elle est à la cote dans le monde entier. Il me semble que même les Russes, leurs réacteurs, c'est pas des Arabelle qu'ils achètent. Je suis pas inquiet pour l'industrie de la turbine. Tu as fait aéronautique depuis un an, génie atomique à l'INST, le niveau est comment? Il y a eu un gap de niveau monstrueux pour moi entre mon école d'ingé de base, l'ISA Avancement, et le génie atomique. Et j'ai pas que pour moi d'ailleurs, pour tous les gens de la promo quasiment, c'était vraiment impressionnant. Mais par contre, il y a un gap d'exigence et de niveau, mais en contrepartie, on était un tout petit groupe, donc on avait des cours particuliers quasiment en permanence. Donc il y avait les moyens qui étaient là pour se tenir au niveau. Il faut absolument proposer aux Australiens des postes en France, au moins comme ça ils ne récupèrent pas le savoir-faire qu'ils ont acquis en France. En vrai, le savoir-faire qu'ils ont acquis en France sur la conception, ils n'ont pas dû... Enfin, je ne pense pas qu'ils aient acquis énormément de choses. Et sur la fabrication, rien du tout, je pense, ou très très peu. Enfin, pour moi, c'était que du papier, le contrat australien. Il n'y a pas eu le moindre lingot qui a été coulé pour... Enfin, j'exagère, ils ont peut-être commencé à forger les pièces, mais... sur la réalisation, c'était niveau 0, et de toute façon, de base, c'était prévu qu'il fallait le fabriquer chez eux. Donc, je crois pas que le transfert de savoir soit le gros sujet. Et puis, au pire, on proposait à l'Australie de développer une industrie navale de sous-marins. Donc, on était prêt à les aider à faire ça, et ils y renoncent. Donc, c'est un peu bizarre ensuite d'avoir peur qu'ils développent une industrie navale, alors qu'ils viennent juste y renoncer. Notre directrice de promo nous a dit que les quelques meilleurs pouvaient postuler, que c'était super dur. Ça dépend peut-être des années, parce que moi, à mon époque, il y avait tellement peu de demandes pour le GA que, en fait, il y avait quelques critères de mon école d'origine à respecter pour avoir le droit de postuler. Et derrière, c'était très facile de rentrer au GA. Aujourd'hui, peut-être que la demande est plus élevée, les places sont plus chères, je sais pas. Mais le niveau était élevé, mais l'admission m'avait vraiment paru facile. Bon, je vous demande d'arrêter de poser des questions parce que tant qu'il y en a, je réponds et j'ai dit il y a une demi-heure qu'on allait s'arrêter. Ne rien acquis de plus que ce qui leur était destiné. Voilà, c'est l'idée. Ils ne pourront pas travailler sur les nôtres. C'est l'alliance diplomatique dans l'info d'Indo-Pacifique, le contrat australien. Ouais, enfin, une alliance. Je sais pas qui s'est lié avec qui vraiment là-dedans. Les Allemands concurrents Naval Group ont passé dans les années à Naval Group. Ouais, les Allemands se sont clairement placés en gros concurrents, mais après, c'est le jeu de la concurrence aussi. S'ils arrivent à mieux vendre leurs produits, après, tant mieux pour eux. Mais ouais, s'il commence à y avoir des méthodes vraiment déloyales entre alliés, faudrait pouvoir le dire. Oui, oui, j'ai faim, bien sûr que j'ai faim. Bon, allez. Faut insérer les barres de contrôle dans le chat, sinon on continue de réagir tous. Voilà, je vais vous enfoncer mes barres. Et on va aller manger tous ensemble. Oui, si je reste, c'est que je le veux bien, bien sûr, mais il y a un moment, il faut s'arrêter quand même. Titre, oui, titre. Bonne soirée. Germain, tu fais bien de rappeler le lien. Je reste contactable, joignable sur, genre privé sur Twitter, mais j'ai beaucoup trop tard sur mes messages privés. Et sur Discord, c'est mieux, comme ça on discute à plusieurs sur mon canal Discord ou sur les canaux publics, tout sujet. Ou science, de Discord de POC Science, l'occasion de rencontrer, de découvrir d'autres vulgarisateurs dans d'autres secteurs. Donc profitez-en, il y a tout à y gagner. Et passez une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, et puis à très bientôt. Dans un mois, mais voilà, très bientôt quand même. Bye bye.